Bonjour tout le monde. Je suis Hélène Bello, la directrice du partenariat Famille en mouvance et professeure à l'Institut national de recherche scientifique. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence intitulée La richesse des familles, une perspective intersectorielle. Bienvenue donc à cette conférence. Merci tout spécial à Maude Pugliese qui a contribué à la programmation justement cette année de nos conférences scientifiques. Peut-être un mot rapide sur ce qu'est le partenariat. Partenariat Famille en mouvance est une équipe de recherche interdisciplinaire et intersectorielle qui associe des chercheurs, des professionnels et des intervenants des secteurs communautaires et gouvernementaux qui s'intéressent à la famille. Alors, cette équipe de recherche existe depuis déjà 25 ans, donc on a fêté justement notre 25e anniversaire l'année dernière. Il vise à favoriser, alors c'est de la recherche que l'on fait, mais on cherche aussi à favoriser le transfert multidirectionnel des connaissances dans le but de susciter et de soutenir les actions collectives pertinentes à la famille. Notre équipe, donc, a plusieurs projets de diffusion et de transfert des connaissances et donc toute une programmation également de conférences midi. Le mois prochain, nous aurons d'ailleurs Christine Gervais qui viendra présenter les dernières analyses du projet Émigre en famille, une étude qui s'intéresse à l'expérience des enfants par rapport à leur parcours en immigration. Les analyses présentées porteront plus spécifiquement sur les manières dont les enfants définissent la famille en lien avec l'immigration. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui tout particulièrement, c'est la conférence de Céline Bessière. Alors, on a le plaisir de l'accueillir. Bienvenue. Céline Bessière reviendra sur 20 ans d'expérience en recherche sur les enjeux économiques des familles. Dans son plus récent livre, Le genre du capital, comment la famille reproduit les inégalités, qui a été coécrit avec Sybille Golac. Elle s'attarde à décortiquer le phénomène de l'accroissement des inégalités de patrimoine entre les femmes et les hommes en France. Pour ce faire, elle s'attarde à deux moments cruciaux dans la distribution de la richesse des familles, c'est-à-dire les séparations et les successions. Alors, notre conférencière, Céline Bessière, est professeure de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, en France, et membre du laboratoire IRISO, une unité mixte de recherche dont les travaux portent sur la sociologie des mondes économiques et l'analyse de l'action publique. Je lui cède donc la parole pour un exposé d'environ une quarantaine de minutes, à l'issue de laquelle nous aurons une brève période de questions. Alors, à toi la parole, Céline. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup de cette invitation. C'est la première fois que je fais une conférence chez moi, donc c'est un petit peu spécial. Et merci beaucoup à celles et ceux qui ont mis leur visage parce que ça va me permettre de me rendre compte qu'il y a des gens au bout de cet écran. Voilà, alors ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui, c'est en effet un long parcours de recherche. Je suis sociologue de la famille et sociologue de l'économie. Et vous verrez aussi que j'ai dû me mettre à la sociologie du droit pour traiter de cette question de la richesse des familles. Donc, ce dont il va être question ici, c'est pas seulement des enjeux de revenus, mais aussi des enjeux de patrimoine. Donc, les économistes souvent font une équivalence en fait entre le mot richesse et le mot patrimoine, c'est-à-dire le stock de biens que possèdent les individus à un moment donné, et pas seulement le flux de ce qu'ils reçoivent chaque mois. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, ce que j'ai prévu de faire, c'était de revenir un peu sur justement ces 20 ans de... Dès qu'à la même période, Sybille Golac, elle travaillait sur les stratégies immobilières familiales. Et avec donc toutes les deux, on allait voir tous les membres de la famille. On avait été formés par Florence Weber, donc je ne sais pas si c'est une autrice que vous connaissez, qui à l'époque travaillait sur l'économie domestique. Et ce qu'elle nous avait vraiment transmis, c'était cette idée méthodologique qu'il fallait faire des monographies de famille, c'est-à-dire pas se contenter d'aller voir une personne dans une famille qui allait vous parler de sa famille, mais d'aller voir tous les membres d'une famille pour vous parler d'une même situation familiale, et que c'était en confrontant les différents points de vue, en plus avec une exigence ethnographique de longue durée, qu'on allait pouvoir en fait comprendre
ce qui se jouait dans la famille et notamment ces enjeux économiques. Donc concrètement, Sybille et moi, on allait voir les parents, leurs enfants, les épouses, les petits-enfants parfois. Donc on descendait comme ça, on parcourait l'arbre généalogique pour interviewer plusieurs personnes sur une même situation familiale. Et ce qui nous intéressait toutes les deux, c'était vraiment cet enjeu des transmissions. Florence Weber, à l'époque, elle s'intéressait à ce qu'elle appelait la maisonnée, c'est-à-dire à la production collective, c'est-à-dire que ce que des gens font ensemble. Ça a donné ensuite ses travaux sur la prise en charge des personnes dépendantes. Comment, en fait, on s'occupe des personnes âgées ou des personnes dépendantes et comment il y a des mobilisations familiales qui se forment autour d'elles. Sybille et moi, notre questionnement, il était un petit peu différent. On était sur la question du statut social, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'une famille se mobilise pour maintenir son statut social à travers son patrimoine économique? Et à l'époque, je dois dire que, donc là, je vous parle du début des années 2000, on nous disait, c'est très intéressant ce que vous faites, mais enfin, vous êtes en train de parler de familles très particulières. Et ces familles très particulières, elles sont rurales, provinciales. Vous parlez de classe populaire, de familles indépendantes. Mais enfin, ce n'est pas la famille aujourd'hui et la famille à l'avenir. Ça ne va plus être ça. Il faut aller regarder davantage les familles urbaines, salariées, de classe moyenne. Donc voilà, on nous provincialisait d'une certaine façon à cette période-là. Et avec Sybille, à la fin de nos thèses, donc là on est rendu en 2008, on s'est dit il faudrait qu'on trouve une institution par laquelle passent toutes les familles, quels que soient leurs milieux sociaux, que ce soit à Paris ou ailleurs en France, et où les gens parlent d'argent en fait, où les gens parlent, enfin, et pas seulement d'argent, de leurs biens, de leur patrimoine. Et l'idée qu'on a eue, c'était d'aller dans les tribunaux de grande instance, dans les chambres de la famille des tribunaux, et d'aller observer ce moment des séparations conjugales et du traitement judiciaire des séparations conjugales. Alors, ça nous a amené très loin parce qu'en France, à l'époque, il n'y avait pas eu de travaux depuis très longtemps sur cette question-là. Il y a toute une équipe qui s'est greffée à nous. D'ailleurs, on a fait une comparaison entre la France et le Québec. Peut-être vous avez entendu parler des travaux d'Émilie Bilan qui a sorti récemment un livre qui compare justement la situation, le traitement judiciaire des séparations conjugales en France et au Québec. Je crois que le titre, c'est « Gouverner la vie privée ». Donc, il y a eu toute une équipe de recherche entre la France, entre Paris et Québec pour traiter de cette question-là. On a fait aussi un livre en France qui nous a amené en fait assez loin sur comment travaillaient les juges, qu'est-ce qui se jouait dans ces tribunaux. Et après ce travail-là avec Sybille, on avait toujours… alors, ce n'est pas que la dimension économique était absente de ce livre qui s'appelle « Au tribunal des couples », mais c'est le dernier chapitre du livre. Et avec Sybille, on se disait, mais il y a encore vraiment quelque chose à faire. Enfin, ce truc-là, on aimerait bien maintenant le mettre au centre. Et c'est ce qu'on a fait avec notre dernier ouvrage, le genre du capital. Alors, il me semble que ce qui a été déterminant de pouvoir justement mettre cette question du patrimoine au centre de notre livre et de notre réflexion, c'est qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose qui est le grand succès des travaux de Thomas Piketty, que vous connaissez peut-être, donc succès mondial. Alors nous, on connaissait très bien en fait les travaux de Thomas Piketty parce ça avait été le directeur de mon département dans les années 2010. Donc moi, je lisais ces articles, mais c'est vrai que le succès du capital au XXIe siècle, eh bien, ça a permis vraiment de mettre au cœur… enfin voilà un livre qui fournissait une vision macroéconomique qui disait que les enjeux d'inégalité patrimoniale, que les inégalités patrimoniales s'accroissent et qu'elles sont déterminantes dans le capitalisme contemporain. Alors peut-être, j'imagine que vous avez déjà un peu ça en tête et que ce n'est pas maintenant la peine un discours pour vous convaincre que les enjeux patrimoniaux sont très très importants, mais ils sont très importants pour se loger,
Notamment dans les grandes villes. Alors, on voit ça en France, j'imagine qu'on voit ça aussi en Amérique du Nord. Le coût en fait, de l'immobilier est devenu tellement important par rapport aux revenus des ménages que dans certains endroits, et en France particulièrement à Paris, si vous n'êtes pas un héritier, c'est extrêmement compliqué de se loger. Donc voilà, le poids du logement et le poids de l'immobilier qui est couplé en France aussi avec la baisse tendancielle des logements collectifs, du logement social. C'est très important aussi pour l'éducation. Alors en France, on a encore une université publique gratuite, mais enfin, on sait que faire des études et des études supérieures, c'est très cher. Alors c'est moins cher qu'aux États-Unis, bien sûr, mais enfin, il peut y avoir des coûts très importants quand on voit les développements des mobilités internationales des étudiants, par exemple. Bon, ça coûte aussi de l'argent et cet argent, c'est le patrimoine des parents. Et puis, il y a le grand enjeu de la vieillesse. Donc là aussi, le débat en France et au Québec, ce n'est pas au même moment qu'on en parle, mais en France, on a eu un énorme débat un énième débat sur le système de répartition de la retraite par répartition à l'automne, juste avant la crise du Covid. On était en pleine crise des retraites en France, et à chaque fois en fait que les régimes de retraite par répartition sont diminués et affaiblis, eh bien, c'est parce qu'on compte sur la retraite par capitalisation, et donc on compte sur le capital et sur le patrimoine accumulé par les individus. Donc voilà, ça c'est pour moi les 3 grandes raisons qui font que s'intéresser au capital, au patrimoine, à la richesse des familles, c'est absolument central. Et puis, donc au début, notre livre avec Sybille, il devait s'intituler « Le capital en famille ». Et on a décidé, assez tardivement d'ailleurs dans la rédaction du livre, de l'appeler le genre du capital, parce que l'idée qu'il y a des inégalités croissantes dans la détention des patrimoines, je pense que ça ne vous surprendra pas. Et d'une certaine façon, les économistes, avec ces grandes enquêtes sur les inégalités patrimoniales, l'ont amplement démontré. Mais par contre, ces mêmes économistes, donc là, je parle de Thomas Piketty, mais vous savez que c'est toute une équipe en fait qui travaille, même mondiale, qui travaille avec lui sur ces questions-là. En fait, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas beaucoup regardé. Alors, ils commencent à le regarder, mais jusqu'à présent, ils l'avaient vraiment très, très peu regardé. C'est l'inégalité entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire qui détient le patrimoine. Et en fait, je me suis rendu compte, enfin, on s'est rendu compte avec Sybille que toutes ces grandes enquêtes sur les inégalités patrimoniales qui nous montrent qu'elles ne cessent de s'accroître, eh bien, elles reposent sur des données qui sont construites à l'échelle du ménage. Ce sont soit des données fiscales qui reposent sur des foyers fiscaux, et un foyer fiscal, c'est une famille en fait, soit des données tirées d'enquêtes déclaratives où les personnes déclarent combien elles possèdent, combien leur ménage, donc leur famille, possède de patrimoine. Et ce sont des enquêtes qui sont également menées à l'échelle du ménage. Et à ma connaissance, à part en Allemagne, où on va voir dans chaque ménage, notamment dans les couples, on va voir l'époux et l'épouse, la conjointe et le conjoint et la conjointe, eh bien, dans la plupart des pays, et c'est le cas en France, on va voir une seule personne. Donc en France, l'enquête patrimoine de l'INSEE, on interviewe la personne la plus au fait de la situation patrimoniale du ménage. Bon, cette enquête nous donne déjà un résultat magnifique qui est que plus il y a du patrimoine dans le ménage, enfin plus le ménage déclare un niveau de patrimoine élevé, plus c'est un homme qui répond à cette enquête. Et plus le ménage est pauvre, plus c'est une femme qui répond à cette enquête. Donc là, déjà, on a une sorte de premier résultat. Et alors, des collègues français qui sont économistes et démographes, Marion Le Turc et Nicolas Frémaux, avec qui nous travaillons en fait depuis quelques années, ont montré que, alors ils ont retravaillé à partir de cette enquête patrimoine et ils ont montré qu'il y avait une augmentation de l'inégalité patrimoniale en France entre les hommes et les femmes. Pour vous fixer le chiffre, en 1998, l'inégalité patrimoniale entre les hommes et les femmes, elle était de 9%. Et en 2015, l'enquête patrimoine suivante, elle est passée à 16%. Donc, c'est une augmentation qui est quand même rapide, ça a presque doublé en quelques années.
Et leur idée, c'est qu'il y a eu une individualisation des patrimoines. C'est-à-dire que en France, jusqu'il y a peu, la forme, si on prend la population à un moment donné et qu'on prend un échantillon de ménages, on avait encore à la fin des années 90 vraiment une prédominance de couples mariés. Et les couples mariés, en France, s'ils ne font pas un contrat de mariage, s'ils ne font pas quelque chose de spécifique, le régime par défaut, c'est le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Ça signifie que hommes et femmes, à partir du moment où ils sont mariés, tout ce qu'ils vont accumuler à partir de leur mariage va être à eux deux, à égalité. En revanche, restent des biens propres, c'est-à-dire ce qu'ils avaient avant leur mariage ou leurs héritages en propre. Bon. Et donc, les 9%, on pourrait considérer que 9% d'inégalité patrimoniale en 1998, ce n'est pas beaucoup. Et en fait, ce n'est pas beaucoup du fait de cette prédominance de la communauté de biens réduite aux acquêts. Mais ce qui se passe en France, c'est qu'on a de plus en plus, comme au Québec d'ailleurs, on a de plus en plus de couples qui ne se marient pas. On a aussi de plus en plus de couples qui divorcent et qui, lorsqu'ils se remettent en couple, se marient ou se marient pas. Et s'ils se marient, ils font de plus en plus de contrats de séparation de biens. Et un autre résultat de Nicolas Frémaux, c'est que plus les gens sont riches, plus les couples sont riches, plus ils passent devant un notaire et ils font une séparation de biens. Les notaires, en fait, dès qu'ils ont quelqu'un qui est indépendant, donc profession libérale, médecin, pharmacien, avocat, chef d'entreprise, ils leur disent « Ah, il faut absolument que vous protégiez votre patrimoine, que vous protégiez votre famille de votre patrimoine, éventuellement d'une faillite, donc il faut que vous fassiez une séparation de biens. » Et ce sont des personnes qui vont voir très souvent les notaires et donc ils font des séparations de biens. Et on se rend compte que plus les couples sont riches, plus ils font des séparations de biens, plus chaque fois, je dirais, plus il y a un écart important de richesse entre l'époux et l'épouse en faveur de l'époux, plus il y a de la séparation de biens aussi. Donc c'est ça en fait l'individualisation des patrimoines. Des couples non mariés, donc qui font patrimoine à part, des couples qui se remettent en couple, qui font patrimoine à part, et des couples qui se marient en faisant des séparations de biens. Donc voilà, donc ça en fait, avant ce papier de Nicolas Frémaux et Marion Leturc qui était accessible uniquement à des spécialistes en fait de l'économie du patrimoine, ben c'est quelque chose que les gens ne savaient pas. C'est-à-dire que le fait que, en gros en France, voilà, tout le monde a en tête qu'il y a une inégalité de revenus, que cette inégalité de revenus, elle est persistante malgré des lois qui les interdisent, qui font que les entreprises sont censées fournir les mêmes salaires aux hommes et les femmes, mais personne n'avait en tête qu'il y avait une augmentation de l'inégalité de richesse. Et en fait, avec Sybille, nos travaux successifs, et puis d'autres qu'on a mis en place à partir de ce moment-là, nous ont permis d'aller vraiment creuser au cœur du dispositif familial de ce qui se joue dans ces moments de distribution de la richesse. Et ces deux moments, c'est ceux qu'Hélène a mentionnés en introduction, c'est donc les séparations conjugales qu'on étudiait depuis 2008, donc plus de 12 ans, et puis les héritages, donc les successions, qu'on étudiait en fait l'une et l'autre depuis une vingtaine d'années. Et on s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'on fasse vraiment la chose qu'on n'avait jamais faite, c'est-à-dire d'aller systématiquement voir les notaires et d'aller regarder comment ils travaillent. Et on a eu une occasion récemment, enfin entre 2014 et 2018, on a mené cette enquête sur les notaires pour aller regarder à la fois en matière de séparation et en matière de succession, qu'est-ce qu'ils faisaient. Voilà, alors là, je vous ai un peu dit comment on en était arrivé à poser ces questions-là et maintenant, il faut que j'en arrive un peu à… Ouais, avant d'en arriver à nos résultats et à qu'est-ce qu'on dit dans le livre, je voudrais insister sur… parce que voilà, là, j'ai face à moi des spécialistes de la famille, des gens qui s'intéressent à la famille et je voulais souligner le fait que… on interroge en fait à travers ce moment des successions et des séparations conjugales, on interroge la richesse des familles de 4 façons différentes. D'abord, on tient compte du fait que la famille, donc c'est le premier chapitre du livre qui s'appelle « La famille, une institution économique ».
Et on dit, voilà, la famille, c'est une institution qui produit des richesses. Donc ça, on n'est pas du tout les premières à le dire. En fait, les féministes matérialistes, depuis la seconde vague, ont insisté sur le fait que la famille, c'est une instance de production de richesses qui ne sont pas reconnues en tant que telles. Et notamment, je pense que ça ne va pas vous choquer ce que je vais dire là, mais les femmes produisent du travail domestique, du travail gratuit qui n'est pas rémunéré. Et ce travail gratuit, il produit une richesse qui n'est jamais comptée comme de la richesse. Donc, on a réinvesti cette question-là dans notre ouvrage. On s'est rendu compte que si on prend les dernières enquêtes emploi du temps, les femmes en France en couple avec des enfants, elles travaillent en moyenne 3 heures de plus par semaine que les hommes, donc 54 heures par semaine versus 51 heures par semaine. Donc, elles travaillent plus que les hommes. Mais 2/3 de leur travail n'est pas rémunéré. Alors que pour les hommes, c'est 2/3 de leur travail qui est rémunéré et 1/3 de leur travail qui n'est pas rémunéré. Donc, bien sûr, on a compté ensemble travail domestique et travail professionnel rémunéré. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important au moment des séparations conjugales, puisque au moment des séparations conjugales, qui est un moment où on où on voit en fait d'un seul coup éclater l'inégalité de richesse. Les femmes s'appauvrissent en France, après, comme ailleurs dans le monde, après une séparation conjugale. Et c'est en partie parce que ce travail gratuit qu'elles ont réalisé dans leur couple, qui font aussi qu'elles n'ont pas eu autant de revenus que les hommes, eh bien, n'est jamais compté. Il est y compris pas compté dans les dispositifs juridiques qui sont censés les compter, donc en France, la prestation compensatoire. On a été aussi regardé, donc voilà, c'est le premier point, la production de richesses. Le deuxième point qu'on a été regardé, c'est la circulation des richesses. Ces deux moments que sont les successions et les séparations conjugales, c'est deux moments où en fait on voit de façon explicite du patrimoine passer d'une main à une autre. Donc, de parents vers leur fils ou leur fille, ou bien dans une séparation conjugale, ben voilà, la maison, qui va la garder et comment va être compensé l'autre. Donc, on a beaucoup travaillé à partir donc j'ai mentionné Florence Weber, mais on a été aussi beaucoup inspiré par Viviana Zelizer et ce concept de transaction intime, l'idée que, en fait, dans ces moments de circulation de la richesse dans la famille, il circule de l'économie, mais bien sûr, tout ça est complètement pris dans de la culpabilité, des sentiments, de la reconnaissance, de la jalousie, enfin, qu'il y a tous les sentiments familiaux qui sont là-dedans. Et là, le fait d'aller voir plusieurs personnes dans la famille, ça permet de vraiment mesurer ça. On a été aussi regarder qui contrôle la richesse, parce qu'il n'y a pas que la propriété au sens des juristes, il y a aussi qui sait quoi sur ce que possède le couple. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup frappé, notamment dans les séparations de couples très riches, de voir qu'il y avait en fait des femmes qui étaient ignorantes de la situation patrimoniale de leur couple. Et en fait, alors, il y a plusieurs manières de le prendre. On pourrait se dire, elle ne s'y intéresse pas assez. Pourquoi est-ce qu'il ne s'y intéresse pas assez? Mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait une production de l'ignorance. Donc, plus les gens sont riches, notamment plus ça passe par des entreprises, des holdings, plus il y a une complexité juridique qui très souvent est là pour ne pas payer trop d'impôts, pour faire de l'optimisation fiscale, voire de la fraude fiscale. Mais ça a aussi une conséquence, c'est que ça produit de l'ignorance de la conjointe qui ne voit pas comment ça fonctionne, n'a pas toutes les clés pour que ça fonctionne et du coup ne sait pas ce à quoi elle aurait droit. La troisième chose qu'on a été regarder, c'est l'évaluation de la richesse, c'est-à-dire de se dire, mais finalement de se poser des questions sur comment est-ce qu'on évalue la richesse. Donc là, d'être au cœur du dispositif, c'est-à-dire dans les études notariales, dans les cabinets d'avocats, ça nous a permis en fait de poser des questions sur qu'est-ce qu'on compte quand on distribue la richesse au moment d'une séparation ou au moment d'une succession. Qu'est-ce qui est évalué, qu'est-ce qui est compté, qu'est-ce qui n'est pas compté et comment sont évaluées les choses. Je vais y revenir dans un tout petit instant. Bon, alors maintenant, j'en viens au résultat à proprement parler du livre.
ce qu'on montre, ce qu'on cherche à faire, donc c'est pour ça qu'on parle d'approche intersectionnelle, c'est qu'on cherche à articuler en permanence, on pourrait le dire comme ça, inégalité interfamiliale et inégalité intrafamiliale, ou une autre manière de le dire, inégalité de classe, entre les classes sociales, et inégalité de genre, avec bien sûr une dimension aussi de génération. Ce qu'on dit dans le livre, c'est que certaines familles s'approprient la richesse en même temps que dans toutes les familles, les femmes s'appauvrissent au bénéfice des hommes. Donc, il y a plusieurs manières d'entendre ça. La première manière, c'est de dire que l'inégalité de genre se décline différemment selon les milieux sociaux. Ça n'a rien à voir, en fait, les très grandes fortunes. Donc là, je vous donnais des exemples où vous avez plein d'avocats, plein de notaires, plein de juristes, plein de banquiers, de gestionnaires de fortune qui sont mobilisés autour de la personne qui détient le patrimoine. Et la manière dont les femmes sont exclues, pas tenues au courant dans ces grandes fortunes n'a rien à voir avec ce qui se joue dans des familles plus populaires où il n'y a en fait pas beaucoup de patrimoine, voire presque rien. Et on sait, donc là il y a plein de travaux, notamment en France, qui montrent que dans les familles populaires, les femmes, elles gèrent en fait les questions financières qui sont bien souvent des questions de dette, comment payer la facture d'électricité, comment retarder le prochain loyer, comment faire les courses pour que ça ne coûte pas si cher. Donc voilà, donc les inégalités de genre, elles prennent des formes différentes selon les milieux sociaux. N'empêche qu'on a retrouvé ces inégalités de genre partout. Donc, je ne reprends pas le haut de l'échelle sociale puisque je vous ai déjà donné un peu des exemples. Ce qu'on a vu, notamment au moment des séparations, c'est que dans les couples de classe populaire où il n'y a presque rien, où il n'y a pas beaucoup de patrimoine et où il y a de très faibles revenus, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que ce sont les femmes qui ont la garde des enfants, donc les enfants résident chez elles dans la plupart du temps, et les hommes, en fait, une stratégie fréquente, c'est de ne pas se présenter au tribunal, donc être absent, ou de venir, mais de venir sans aucun justificatif, de venir, donc l'expression des magistrats, c'est de venir les mains dans les poches. Et quand ces hommes viennent au tribunal les mains dans les poches, sans budget, sans fiche de salaire, sans rien du tout, eh bien, la plupart du temps, les juges aux affaires familiales, ce qu'elles font, c'est qu'elles disent, bon, ça va être difficile d'établir une pension alimentaire, une prestation compensatoire, nous ne pensons même pas, il n'a pas les moyens, et même la pension alimentaire, vous allez avoir du mal à toucher. On estime en France que il y a à peu près 40% des pensions alimentaires qui ne sont pas versées régulièrement comme les jugements le prévoient. Et donc, du coup, en France, on a le système de la caisse d'allocation familiale qui prend le relais et qui donne une allocation de soutien familial à ces femmes qui doivent faire toutes les démarches, en fait. Elles doivent faire les démarches au tribunal, elles doivent faire les démarches à la caisse d'allocation familiale. C'est elles, et je le disais tout à l'heure, dans les classes populaires, les femmes sont vraiment celles qui s'occupent des affaires économiques. Bon, voilà, ça c'est le premier niveau. L'inégalité de genre se décline différemment selon les milieux sociaux. Mais le second niveau, c'est de dire que la reproduction de l'ordre des classes sociales repose sur l'enrichissement des hommes et l'appauvrissement des femmes. Alors ça, il faut que je m'explique un petit peu. Avec Sybille, on s'est situé dans une... Ouais, il me reste 10 minutes, c'est le dernier truc que je vais essayer d'expliquer. Donc avec Sybille, on a repris le concept de Pierre Bourdieu de stratégie familiale de reproduction. Alors ce concept, c'est un concept ancien qui date des années 50, quand Pierre Bourdieu travaillait sur la Kabylie et sur le Béarn, et qu'il étudiait ces stratégies de paysans de Kabylie ou de paysans du Béarn qui étaient en train de s'effondrer. C'est-à-dire que dans les deux cas, il étudie la Kabylie au moment où il y a la colonisation, où il y a les Français et où les paysans sont face à des normes économiques qui ne sont pas du tout les leurs. Et il étudie le Béarn au moment où les premiers des fils qui étaient les héritiers des exploitations agricoles, des propriétés agricoles, ne trouvent plus à se marier parce que les femmes partent à la ville pour prendre des emplois et se marier ailleurs. Donc en fait, il étudie ça à un moment où il y a une rupture, une crise des stratégies familiales de reproduction. Et après ça, ce concept, dans la sociologie française, il avait été vraiment délaissé.
Parce que les gens disaient, enfin les sociologues de la famille disaient, oui, mais enfin, qui fait la stratégie? Et puis, une stratégie, quand même, qu'est-ce que ça signifie? C'est un concept très fort. Ça veut dire que les gens se concertent dans la famille pour maintenir une position sociale. Et je vous rappelle que l'ambiance dans la seconde moitié du XXe siècle, avec la montée de l'école, c'était que, dans le fond, le statut social des familles ne dépendait plus vraiment d'elles-mêmes, mais dépendait de ce qui allait se passer du devenir scolaire des enfants. Et avec Sybille, on a trouvé que ce concept, il pouvait quand même encore être utile pour dessiner en fait quelque chose de très très simple en réalité, qui est qu'en tant que parents, nous voulons que nos enfants aient un statut social aussi bien que le nôtre. Et même si on est en faveur de plus d'égalité, eh bien, on veut le meilleur pour ses enfants. Et en fait, le meilleur pour ses enfants, qu'est-ce que c'est sinon que au moins aussi bien que ce qu'on a déjà soi, voire aspirer une ascension sociale. Et on s'est rendu compte avec Sybille par nos enquêtes dans les familles que cette aspiration sociale, en fait, est reposée sur des attentes genrées, différenciées pour les garçons et pour les filles. Les parents n'ont pas les mêmes attentes vis-à-vis de leurs fils et vis-à-vis de leurs filles, et même vis-à-vis de leurs fils et leurs filles quand il y a beaucoup d'enfants, selon leur position dans la fratrie. Peut-être c'est des constats que vous avez fait vous-même. Le premier, il est meilleur à l'école, il a été davantage poussé. Le deuxième va avoir des carrières plus artistiques, etc. Bon. Et où c'est le plus manifeste, c'est dans les familles où il y a des entreprises familiales. Là, vraiment, alors à Cognac, moi j'avais étudié dans les années 2000, c'est vraiment manifeste. C'est-à-dire que, en gros, les parents viticulteurs, ils savent qu'aujourd'hui, on ne peut pas forcer un de ses enfants de devenir viticulteur. Mais en revanche, il y a tout un tas de processus de socialisation pour faire en sorte qu'il y en ait au moins un qui aime ça. Et ce au moins un, en réalité, ce n'est pas n'importe qui. C'est un fils. S'il y a des fils et des filles, ça va être un fils. Presque toujours. Quand c'est une fille, il y a toujours une exception. C'est parce que le fils est handicapé, il y a eu un conflit géant. Mais la plupart du temps, c'est un fils. Alors, on le voit très, très bien avec les entreprises familiales, mais quand on creuse, on le voit aussi dans des familles de salariés, qu'il y a des attentes différenciées vis-à-vis des garçons et vis-à-vis des filles sur les études à faire, sur la réussite économique. Et en fait, si maintenant je parle du patrimoine, on s'est rendu compte que dans les familles, il y avait des biens structurants à transmettre. Et ces biens structurants, ça va être très, très différent. Donc, si vous êtes Jeff Bezos, vous êtes l'homme le plus riche du monde, vous avez sans doute des maisons sur tous les continents qui valent des fortunes, mais enfin, le bien structurant dans votre famille, pour vous, c'est les parts d'Amazon, c'est Amazon. Alors même qu'il a d'autres entreprises, Washington Post, c'est Amazon. Si vous êtes un chef d'entreprise, un des biens structurants, ça peut être votre entreprise. Et dans certaines familles, le bien structurant, ça peut être une maison, en fait, une maison de famille. Et ces biens structurants, c'est des biens qui sont tout à la fois symboliquement très importants, mais aussi économiquement, le plus souvent, très importants. Et on s'est rendu compte avec Sybille que ces biens structurants, en général, étaient transmis à une personne en particulier. On souhaitait le transmettre, les parents souhaitaient le transmettre à une personne en particulier, et souvent un fils. Alors, ça, on le montre de plusieurs façons dans le livre. On le montre à partir de données statistiques de l'enquête patrimoine et on le montre aussi à partir de récits de ces monographies de famille. Et ça a une conséquence en fait très importante pour la question de l'égalité et pour la question de l'inégalité entre les hommes et les femmes au moment des successions. C'est que normalement, dans le droit français, c'est ce que je rappelais, depuis 1804, le Code civil, eh bien, quelle que soit la position dans la fratrie, les garçons et les filles, les fils et les filles, sont censés recevoir la même chose, de façon équivalente. Alors, il y a une possibilité qui s'appelle la quotité disponible d'avantager l'un ou l'une d'entre eux, mais globalement, le droit est égalitaire. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que quand on prend les actes notariés de succession des notaires, eh bien, si on regarde ces actes notariés, ils ont l'air égalitaires. Chacun a sa part.
les héritiers réservataires, les enfants, ils ont chacun leur part et elles sont sur le papier équivalentes. Mais en avançant dans l'enquête, on s'est rendu compte que la logique du document notarié, qui est de faire une liste de biens, d'évaluer ces biens, de faire l'addition et ensuite de les répartir et éventuellement de faire des compensations monétaires pour celui ou celle qui aurait moins que son frère ou sa sœur. Donc ça, c'est la logique du document. Eh bien, en fait, la logique pratique, c'est rigoureusement l'inverse. C'est quelqu'un c'est un père qui voudrait organiser sa succession, faire des donations. Il va arriver dans l'étude notariale et il va dire « Je voudrais donner la maison de famille à mon fils. » Et le notaire va dire « Bon, quel autre type de bien avez-vous » Et donc, on va faire un état des lieux. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui était premier, c'était la distribution et que l'inventaire et l'évaluation n'arrivaient qu'en second plan et que, en fait, l'inventaire et l'évaluation permettaient que tout rentre dans les cases et dans les cases du droit. Donc, c'est ce qu'on a appelé dans le livre la comptabilité inversée, c'est-à-dire le fait que la comptabilité, c'est d'abord qui a quoi, c'est d'abord la distribution et ensuite seulement, on réalise les inventaires et les évaluations. Donc, on donne plein d'exemples dans le bouquin, des exemples où il y a des choses qui n'ont pas été il y a des biens qui n'ont pas été comptés ou bien il y a des biens sous-évalués. Puis en général, sous-évaluer, ça arrange un peu tout le monde parce que ça permet de payer moins d'impôts aussi sur les successions. Et donc ça, c'est le mécanisme, la comptabilité inversée, qui fait que sur le papier, ça a l'air égalitaire, alors qu'en pratique, les filles touchent des héritages moins importants. Voilà, alors là, je l'ai dit de façon extrêmement rapide, c'est vraiment beaucoup plus développé dans le bouquin. Mais je voudrais juste terminer par l'idée que c'est une sorte de cycle. C'est-à-dire que les filles sont en fait désavantagées dans ces mécanismes de succession. Alors, j'en ai pas du tout parlé là, mais je pense que c'est des choses que vous savez. Comme par ailleurs, sur le marché du travail, elles ont des salaires qui sont moins élevés, elles accumulent moins, elles ont moins de revenus. Elles arrivent au moment des séparations conjugales et au moment des divorces dans une position de faiblesse où elles ont moins de patrimoine. Et du coup, il y a une enquête en France qui a montré, et ça nous avait beaucoup surpris, on ne le savait pas, que même si elles ont la garde des enfants davantage que les hommes, au moment d'une séparation, elles ont beaucoup plus de mal à garder les maisons, à garder les logements, les appartements, surtout quand ils sont en propriété. Ce n'est pas vrai pour le logement social. Les femmes qui ont la garde des enfants parviennent à garder leur logement social, mais pour le logement locatif et surtout la propriété, elles n'arrivent pas à garder les appartements et les maisons. Et elles n'y arrivent pas parce qu'elles ont des revenus aussi qui sont plus faibles. Et du coup, elles ne parviennent pas à rembourser la banque, tout simplement, au moment des séparations conjugales. Et si on rajoute aussi les phénomènes de violence qui font qu'il y a un certain nombre de femmes qui quittent précipitamment le domicile conjugal au moment d'une séparation conjugale, eh bien voilà encore un effet genré d'un moment, la séparation, où les hommes se maintiennent leur niveau de vie et où les femmes s'appauvrissent et où ça se voit. Voilà, je crois que j'ai l'impression de parler toute seule maintenant, donc c'est bizarre. Donc, je vais prendre vos questions. Je voulais juste dire un tout dernier mot sur l'approche intersectionnelle. Donc, je pense que ce qu'on a fait dans le livre, vraiment, c'est qu'on a essayé de tenir l'approche de classe et l'approche de genre et de vraiment les imbriquer dans cette question de l'accumulation et de la détention des richesses familiales. Il me semble qu'il y a encore plein de travaux à faire qui est pour articuler aussi une approche de rapports sociaux de race. C'est très compliqué à faire en France parce qu'on a très peu de données statistiques. Moi, je lis quand même beaucoup ce qui se fait aux États-Unis sur, par exemple, le fait que dans des quartiers où vous avez une certaine proportion d'Africains-Américains, eh bien, le prix de l'immobilier dans ces quartiers-là chute. À partir du moment où il y a plus que 10% de noirs, le prix de l'immobilier, le prix du capital donc, se dévalue. Ça, c'est des types d'enquêtes qu'on n'est pas capable de faire ici en France. Je ne sais pas ce qu'il en est au Québec. Je serais curieuse d'avoir aussi vos retours là-dessus. Mais il me semble que ça, c'est une dimension qu'il faudrait ajouter à cette approche intersectionnelle. Je m'arrête là et je prends vos questions avec grand plaisir.
Alors, merci infiniment, Céline, pour cet exposé qui était absolument passionnant. On a l'impression de suivre une enquête. Oui, on peut applaudir. Il y a aussi la petite main, voilà. Alors, on va prendre les questions. Je vous invite à utiliser la petite main bleue pour poser des questions. Est-ce que, Héloïse, tu veux gérer la période de questions? Oui, ça va me faire plaisir. Il y avait une petite annonce aussi qu'on aurait pu faire au départ. Il y a une personne présente dans l'auditoire qui s'appelle Camille Biron-Boileau, puis qui a fait, dans le fond, qui a publié un compte-rendu du livre Le genre du capital dans la revue Enfance, famille, génération. Donc, ça peut être aussi la petite lecture parallèle au livre, si jamais ça vous intéresse. Un très bon compte-rendu, très précis. Lisez-le. OK, parfait. Alors, pour les questions, Est-ce que tu vois les petites mains bleues? J'ai vu la main de Chantal Bayard. Oui, c'est vrai, j'ai vu la main de Chantal. Chantal, est-ce que tu as encore une question? Ah, il y a non, Isabella. J'aurais une question, Madame Bessière. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez fait une recherche au niveau de l'héritage culturel, pas l'héritage culturel, mais l'héritage familial? Ça veut dire pourquoi est-ce que les pères vont remettre aux fils et non aux filles? Est-ce que ça a rapport au fait qu'ils vont perpétuer le nom de famille, que la famille va continuer? Est-ce que vous avez fait cette étude en ce sens? Je réponds au fur et à mesure? Oui. Oui. Alors oui. Oui. Donc, ouais, je suis allée tellement vite. J'ai voulu brasser tellement de choses. Donc oui, on a fait ça. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est assez subtil. C'est-à-dire que c'est pas... Alors moi, vraiment, j'aime pas du tout il y a un concept en socio de la famille qui est celui de négociation. Vous voyez, on a l'impression que tout le monde se met autour de la table et puis on va décider ou négocier qui a quoi, à qui on transmet quoi. Là, ça se passe pas du tout comme ça. Ça se passe vraiment de façon très subtile, dans le temps très long en réalité, de la naissance des enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et même au-delà. Et donc du coup, c'est pas du tout, on n'a pas du tout des discours très explicites du type je veux avantager mon fils plutôt que ma fille. Par contre, dans la socialisation des fils et des filles, qui varie selon les différents milieux sociaux, mais enfin, il y a quand même l'idée que les filles sont plus capables d'un certain nombre de choses, et notamment qu'ils sont plus capables de détenir et d'entretenir et de maintenir le patrimoine économique de la famille. Alors, ça peut passer par des variantes très différentes. Par exemple, en milieu populaire, des gens qui auraient bâti leur maison, qui ont construit leur maison, qui ont mis beaucoup d'œufs pour construire une maison de famille et qui devient la richesse principale de cette famille. Eh bien, on va dire, ah oui, mais mon fils qui lui-même travaille dans le secteur du bâtiment, bah, il va pouvoir entretenir ça. Alors que ma fille, donc on a le cas comme ça d'une famille où les filles, elles ont divorcé. Et en fait, leur père les avait aidées à construire leur maison. Et au moment où elles divorcent, elles n'ont pas les moyens de garder leur maison. Ce n'est pas un hasard si elles n'ont pas les moyens de garder leur maison. Ah oui, je n'ai pas dit ça, mais en France, aujourd'hui, dans les couples de sexes différents, l'écart de revenus entre les hommes et les femmes, c'est 42%. C'est colossal. Donc, en fait, elles n'ont pas les moyens de garder les maisons. Donc, du coup, le père, au moment de faire ses arrangements de famille et sa succession, il dit, bah, mes filles, en fait, je ne peux pas leur transmettre parce qu'elles ne vont pas avoir les moyens de l'entretenir, cette maison. Alors que mon fils, qui a une meilleure situation professionnelle, qui travaille dans le bâtiment, bah, lui, il va pouvoir. Donc, ça va se jouer un peu comme ça. Dans les entreprises familiales, c'est beaucoup plus explicite. Ah bah lui, il est intéressé, il a été formé, il a fait les études pour, donc c'est lui qui va reprendre. Et vous avez totalement raison de faire le lien, et on le fait aussi avec la question du nom de famille, parce que alors ça c'est super de faire la présentation en français, parce qu'en anglais, on ne peut pas le faire, mais patrimoine et patronyme, donc le nom de famille, le patronyme, c'est pater, c'est le nom du père. Et patrimoine, c'est la même chose, c'est
le patrimoine, c'est le père, c'est dans l'étymologie même du terme. Et en fait, en France, il y a eu une réforme de la transmission du nom de famille en 2005 qui a permis aux femmes, aux mères, de transmettre leur nom de famille, soit sous la forme seulement leur nom, soit sous la forme accolée, nom du père, nom de la mère, ou nom de la mère, nom du père. Cette loi, elle est très, très, très peu utilisée. Je pense qu'à part les sociologues, il n'y a personne qui fait ça. C'est vraiment 5% de la population à peine qui transmet Enfin voilà, les féministes le font, mais c'est les féministes les plus engagés, les plus au courant du droit le font, mais c'est des lois qui sont très, très peu usitées. Les pères continuent massivement, y compris dans les couples non mariés, à transmettre le nom de famille. Donc voilà, donc oui, ça a à voir avec ça aussi en termes symboliques. Oui, il y a quelqu'un dans le séminaire avec Marianne. Voilà, évident. Ok, après, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Ben, approche-toi un tout petit peu quand même. Ouais. Vous êtes combien par ici? Ah, on est 10 en présence et 5 et 4 à distance. Wow. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'exposé. J'ai vraiment hâte de lire le livre. Je pense que ça va m'aider beaucoup dans mes travaux. Puis, dans le fond, la question que j'aurais pour vous, c'est par rapport aux modalités de participation dans l'espace, peut-être dans l'habitation, si vous avez observé des inégalités de patrimoine entre les hommes et les femmes qui se reflétaient, par exemple, dans la manière dont, par exemple, dans un logement, disons que l'homme est propriétaire d'un vieil immeuble, d'un condo ou d'une maison, il habite avec sa conjointe. Est-ce que ça peut arriver que la conjointe, par exemple, le fait qu'elle sente qu'elle ne possède pas, mettons, la majorité des biens, l'immeuble, tout ça, qu'il y ait des inégalités de genre, mettons qu'elle s'occupe d'aménager l'espace, d'entretenir l'espace, mais qu'elle a peu de décision sur l'utilisation des biens, ou qu'elle ne se sente pas chez elle, ou qu'il y ait tantôt, vous parlez du concept de transaction de l'intimité, que je trouve vraiment intéressant aussi. Donc, c'était ça ma question. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout bien saisi. Dans les différentes dimensions du patrimoine, le logement, a priori, c'est celui qui, en apparence, est le plus égalitaire. Parce qu'il y a beaucoup de couples, qui soient mariés ou non mariés, qui acquièrent leur logement 50-50. C'est la norme, en fait. D'acquérir le logement ensemble et que la propriété du logement soit commune. J'ai entendu un petit peu aussi dans votre question l'idée que le fait que les femmes aménagent l'espace, c'est ça? Il y a une sorte d'appropriation de l'espace par le travail domestique. Est-ce que c'était ça votre idée? Oui, mais que... non. C'est une compensation, tu veux dire? Ouais, que, tu sais, mettons qu'elle n'aurait pas la propriété du logement, par exemple, ben, elle serait tenue d'entretenir, par exemple, les biens du mari, ou que c'est pas vraiment négocié, par exemple. Oui, ben, le travail domestique, en fait, le travail domestique quotidien des femmes dans les logements, typiquement la décoration, mais je pourrais presque dire le ménage, en fait, l'entretien du quotidien, ça c'est quelque chose qui est qui est pas reconnu par le droit. En revanche, la manière d'entretenir les logements par les hommes, le bricolage, ça c'est quelque chose qui peut être reconnu par le droit. Donc, moi je vous parle du point de vue des séparations conjugales, c'est-à-dire le moment où on fait les comptes et on dit à qui appartient quoi. Moi, j'ai jamais vu un dossier de divorce qui dit c'est la maison, c'est l'appartement de monsieur, mais madame l'a entretenu pendant 20 ans et donc elle doit avoir une part de ce patrimoine pour l'entretien de cette maison. J'ai jamais vu ça. En revanche, des hommes qui auraient fait des travaux dans un logement, ça peut être reconnu comme une contribution individuelle et personnelle à la valorisation de biens immobiliers. Donc, vous voyez un peu la différence entre ce qui est reconnu et ce qui n'est pas reconnu. Ça va avec l'invisibilisation du travail domestique des femmes et la visibilisation de ce que font les hommes, y compris quand ce qu'ils font, ça a l'air d'être du travail domestique aussi. C'est davantage reconnu dans les enjeux patrimoniaux.
J'espère que j'ai répondu à votre question. Ah oui, ça répond bien, merci. OK. Vas-y, profite-en. Alors, il y a deux autres mains levées. Donc, il y a Camille Biron et j'ai vu aussi la main de Prisca Benoît. J'entends. J'entends, Oui, donc je peux y aller. Bonjour. En fait, moi, ma question concernait plus votre expérience sur le terrain, en fait. Je me demandais, c'est quoi, quelles ont été vos difficultés pour aborder ce sujet-là avec les familles? Parce que, comme on l'a dit, c'est un sujet qui peut être un peu tabou parfois, puis comme vous le dites dans votre livre aussi, je pense qu'il y a un idéal d'égalité que les familles veulent respecter. Donc, je me demandais un peu comment ça s'est passé sur le terrain pour aborder ce sujet-là. Oui. Merci beaucoup pour votre question. Merci encore pour le compte-rendu qui était vraiment super. Merci. Alors, voilà, en tant qu'enseignante, moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est que les questions taboues, en général, c'est une autocensure de notre part. Moi, là, maintenant, ça fait si longtemps que je travaille sur les enjeux économiques dans les familles que j'ai l'habitude, en fait, d'aborder ces thèmes-là. J'ai beaucoup plus de mal, par exemple, moi, de travailler sur les appartenances politiques des gens. Et je vois que mes collègues qui font de la sociologie politique, eux, ils me disent « Ah, mais c'est une routine, en fait, pour nous d'aborder la question de comment les gens votent et ils t'en parlent volontiers. » Donc, je pense qu'il y a une part qui vient de soi-même, en fait, de se dire « Ah là là, je ne vais pas oser poser ce type de questions ». Alors, il faut aussi dire qu'en France, on n'a pas du tout les mêmes protocoles d'enquête. Là, je le sais bien parce que pour avoir travaillé avec Émilie sur l'enquête sur le traitement judiciaire des séparations conjugales en France et au Québec, nous, on n'a pas les formulaires de consentement. Tout ça n'est pas arrivé en France. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de… donc, dans les familles, le temps joue aussi beaucoup. C'est-à-dire une relation de confiance, de rester longtemps, d'aller voir plusieurs personnes dans une même famille. Ça permet en fait au fur et à mesure du temps d'aborder des questions qui peuvent paraître très très intimes ou très personnelles. Je pense que le temps joue vraiment très très fortement en faveur d'aborder ces thèmes-là. Je crois aussi beaucoup à ce dispositif des monographies de famille, c'est-à-dire de voir plusieurs personnes. Ça permet vraiment de faire ressortir des choses. Mais il me semble que les tabous, c'est nous-mêmes qui nous les posons et que si on se… Voilà, il y a des manières aussi d'aborder ces questions-là, de demander aux gens de sortir leurs papiers, s'ils ont divorcé, leur dossier de divorce, leurs actes notariés, de discuter avec eux de qu'est-ce qu'il y a dans ces documents, qu'est-ce qu'ils en ont compris, comment ils… Ben ça, c'est très efficace. Ça, c'est pour l'enquête sur les familles. Je dirais qu'en fait, le plus dur dans ce livre, ce n'est pas l'enquête sur les familles, c'est l'enquête sur les notaires. Et pourtant, on avait beaucoup d'expérience. Avant d'enquêter sur les notaires, on avait enquêté sur les juges aux affaires familiales, dans les tribunaux, dans les cabinets d'avocats qui font du droit de la famille. Mais les notaires, c'est vraiment une profession dont le fonds de commerce, c'est la confidentialité au nom de la paix des familles. Et donc, ce sont des professionnels du droit qui sont très réticents à parler et qui n'aiment pas beaucoup les sociologues. Et il y a eu très, très peu de travaux d'ailleurs sur eux. Ils commencent à en avoir et je sais qu'il y en a aussi au Québec. Il y a un réseau là, qui est en train de se former dans le groupe Law and Society sur la question des notaires. Donc, je pense que c'est en train un petit peu de bouger, mais vraiment, c'est une profession très soudée et qui n'est pas très ouverte. Donc ça, pour nous, ça a été vraiment le plus difficile, c'est de comprendre ce qui se passait dans les études notariales. Merci beaucoup. Prisca? Oui, donc on peut passer à Prisca. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre conférence. C'est vraiment intéressant.
En fait, j'avais deux questions. Fait que je me disais, je pourrais les dire les deux en même temps, puis après, ça serait réglé. Tout d'abord, je me demandais les dynamiques que vous avez remarquées dans les familles où c'est juste des filles. Nous, on est 3 sœurs chez nous, c'est pour ça que ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a d'autres dynamiques qui rentrent en compte? Première chose que je pense, c'est peut-être les gendres, la belle famille. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui entrent en compte dans le choix pour la succession, surtout? Puis sinon, je me demandais, pour ce qui est de la succession, si vous avez remarqué des dynamiques dans des familles recomposées, ça serait quoi les choses qui entrent en compte dans les décisions quand on parle de familles recomposées? Merci pour ces deux importantes questions. Sur les fratries de filles, je ne sais pas si on peut parler comme ça. Alors, c'est une question très intéressante parce que je disais tout à l'heure que on avait corroboré ce que je vous ai raconté là sur la transmission des biens structurants, on le retrouvait dans les données statistiques. Et en fait, dans les données statistiques, à partir de l'enquête patrimoine de l'INSEE. Ça, même si ça vous intéresse, on a mis ça sur un site, le site de l'équipe Justine. Il faut mettre un S à Justine. Donc, vous mettez Justine CNRS, vous arrivez sur le site de l'équipe de recherche et on a fait une annexe méthodologique et vous retrouvez des tableaux qu'il n'y a pas dans le livre, mais qui nous ont permis de construire notre analyse. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que dans l'enquête patrimoine, pour le résumer, l'inégalité s'exprime dès qu'elle peut. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend comme ça toutes les familles, il y a les familles où il y a juste un fils, donc tout va se transmettre au fils. Il y a des familles où il y a juste une fille, donc tout va se transmettre à la fille. Il y a des familles où il n'y a que des fils et il y a des familles où il n'y a que des filles. Eh bien, malgré ça, donc structurellement, en fait, l'inégalité entre les fils et les filles, elle ne peut pas s'exprimer dans toutes les familles. On est d'accord. Eh ben, mais malgré ça, donc notre résumé maintenant, on le dit comme ça, c'est quand ça peut s'exprimer, ça s'exprime. Et dans les familles où il n'y a que des filles, ce qu'on observe souvent, c'est qu'il va y avoir comme un garçon structurel en fait. Il va y avoir des socialisations différenciées entre les différentes filles qui vont avoir donc les stratégies familiales de reproduction. Elles vont donc c'est bien une histoire de genre et non pas une histoire de sexe biologique. C'est une histoire donc il va y avoir dans ces familles de filles des filles qui vont avoir un rôle plus masculin. Alors j'ai un exemple qui est à Cognac qui pour moi a été c'est un des entretiens les plus émouvants que j'ai fait de ma vie. C'est une jeune femme avec qui je fais un entretien qui a donc c'est l'aînée. Ensuite, il y a 2 filles. Et puis, quand elle a quelque chose comme 17 ans ou 18 ans, elle a un petit frère, le dernier, quoi. Et c'est un garçon. Et ses parents sont viticulteurs. Ils font aussi de l'élevage de poules. Et ils font des œufs, ils produisent des œufs. Et en fait, elle était vraiment celle qui aurait dû reprendre, c'est-à-dire celle que le père a amenée sur le tracteur. Elle a eu la même socialisation qu'un garçon, celle qu'il l'a intéressée, ils disent ça là-bas, ils disent on l'a intéressée aux vignes et à la viticulture, donc elle a fait des études dans un lycée agricole, tout pour reprendre. Et puis badaboum, à 18 ans, ses parents ont un frère. Et au moment où elle m'en parle, elle pleure. Parce que, en fait, pour elle, ça a absolument tout remis en cause sur sa position dans la famille et le fait qu'elle aurait dû reprendre cette entreprise familiale. Et finalement, elle s'est mariée avec un autre agriculteur et elle est devenue agricultrice ailleurs que dans sa famille. Donc voilà, ça serait ça ma réponse. Alors voilà, les cas de l'agriculture sont toujours des cas très... où tout est très visible et très spectaculaire. Je pense que ça peut se jouer un peu différemment dans des familles où il y a une maison à transmettre, mais je dirais qu'il y a des rôles sociaux différenciés selon les filles et leur position dans la fratrie. Alors, la question des familles recomposées, elle est essentielle parce qu'il y en a de plus en plus. Et je pense qu'on n'est qu'au tout début des dynamiques successorales, parce que les successions, bien sûr, ça arrive à la fin de la vie. Et là, il y a eu les recompositions familiales sont devenues tellement importantes que c'est des dossiers qui vont arriver en masse dans les études notariales à l'avenir.
au moment où on écrivait le livre. Alors, est-ce que Johnny Hallyday, il est connu au Québec ou pas? Oui, ok, on peut y aller. Donc, au moment où on écrivait le livre, il y avait l'affaire Johnny Hallyday. Donc, vous savez, Laura Smet et David Hallyday qui ont contesté le testament de Johnny fait aux États-Unis qui léguait l'ensemble de sa fortune à Laetitia et ses 2 filles adoptives. Et donc là, on a vraiment un cas typique de conflit de succession dans une famille très riche, aussi très médiatisée et recomposée. Et ce qui est intéressant, c'est les logiques, en fait, dans cette affaire. Donc, il y a une tension, en fait, dans le droit sur la question de la veuve. Donc, Laetitia Hallyday, donc en gros, le droit jusqu'au début des années 2000 en France était très défavorable aux veuves. Le patrimoine, vraiment, il se transmettait vers les consanguins. Consanguins, ça veut dire du même sang. Et on évitait toutes les transmissions collatérales qui partent vers les épouses. Et si tant est que la veuve, jusqu'au début des années 2000 en France, quand il n'y avait pas d'enfants, elle arrivait mais bien derrière les parents, les neveux, enfin, elle arrivait très, 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 très loin dans l'ordre successoral. Et puis, au début des années 2000, il y a eu tout un tas de lois qui ont favorisé les transmissions patrimoniales d'un époux vers une épouse. Et donc qui ont remonté un peu la veuve dans l'ordre de la succession. Mais il y a toujours cette tension et les notaires sont très réticents en fait à transmettre les patrimoines aux veuves parce que potentiellement transmettre à la veuve, ça peut consister à déshériter les enfants. Et dans l'affaire Hallyday, ce qui était quand même intéressant, c'est que, à mon avis, ce n'est pas anodin. Qui est-ce qui porte le même nom que Johnny Hallyday, le nom de scène? C'est David Hallyday, le fils. Hein, Laura Smet, elle ne porte pas ce nom-là et les 2 petites filles non plus. Donc, il y a quand même cette idée que David Hallyday, c'est l'héritier au sens symbolique. Il a écrit un album qui s'appelle 100%. On a découvert ça avec Sybille. 100% SANG, hein, %, SANG. Donc, vraiment, c'est le consanguin, quoi. Et en fait, ce qui faisait scandale aussi dans cette affaire, c'est que... et il le présentait aussi beaucoup comme ça, Laura et David, c'était le fait que les fils et filles des premiers lits soient déshérités aussi de la partie symbolique, c'est-à-dire l'héritage artistique, la possibilité de gérer l'entreprise artistique de leur père. Donc, bon, voilà. Donc, ce cas, en fait, il est complètement exceptionnel aussi parce que dans une famille extrêmement riche comme celle-là, normalement, ça aurait dû être une négociation entre avocats. Et c'est parce qu'il y a eu... c'est aussi peut-être une acculturation assez faible de la famille Boudou et Hallyday aux normes, dans une vraie bourgeoisie installée depuis plusieurs générations. Ce truc ne va jamais au tribunal. Ça reste dans des cabinets d'avocats qui négocient entre eux. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Ça, c'est d'une certaine façon normalisé. Mais voilà, cet enjeu de la dynamique des familles recomposées et de cette tension entre la dernière épouse ou la dernière conjointe et les enfants du premier lit, c'est des conflits qui vont être de plus en plus fréquents dans les études notariales à l'avenir. Merci. Oui, maintenant, dans le séminaire Famille et Société. Oui, je veux juste vous remercier pour la conférence, c'est vraiment fascinant. Moi, j'ai une question pour revenir un peu à Piketty, qui compare la France et les États-Unis dans son livre. Il dit que, mettons, au début du 19e siècle, en France, c'est environ 30 millions, puis aujourd'hui, ils sont quoi, 65 millions. Puis les États-Unis, les autres, dans cette même période-là, au 19e siècle, étaient 2 millions, ils sont passés à 300 millions. Puis on remarque au niveau de la France, le patrimoine, disons qu'il y a eu un maintien. Vu que la population elle a juste doublé par rapport au fait qu'aux États-Unis, elle a centuplé, il y a une différence dans le transfert, dans le legs, dans le patrimoine. Donc, c'est plus conservateur. On retrouve les mêmes familles riches il y a 200 ans qu'aujourd'hui.
Aux États-Unis, il y a plus de possibilités de promotion sociale, une grande fluidité. Est-ce que ça se traduit différemment au niveau de l'égalité ou de l'inégalité dans les rapports de genre? Est-ce qu'il y en aurait moins, par exemple, aux États-Unis à cause de cette composante-là? Merci. C'est une bonne question. Il se trouve que je n'ai pas fait l'enquête aux États-Unis, donc j'ai bien du mal à vous répondre et à faire la comparaison comme ça. Il me semble que ce qui est essentiel aussi, c'est, et ça, Piketty met vraiment l'accent dessus, c'est la taxation du patrimoine. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on avait un système jusqu'à il n'y a pas si longtemps de très forte taxation des patrimoines. Et ça, c'est les travaux de Jens Beckert. Je ne sais pas si vous êtes familier de ça. Jens Beckert, un Allemand qui a comparé les systèmes de taxation du patrimoine en France, en Allemagne et aux États-Unis. Et il montre bien qu'aux États-Unis, il y avait vraiment explicitement cette idée qu'il ne fallait pas construire des dynasties patrimoniales qui mettraient à mal la démocratie. Bon, sauf que depuis, il y a quand même les Bush qui sont passés par là, Trump et la taxation du patrimoine aux États-Unis, elle s'est vraiment, elle est proche de zéro en fait. C'est-à-dire qu'il faut être, je ne sais plus exactement à partir de combien de millions de dollars vous commencez à être un petit peu taxé, mais c'est vraiment, c'est colossal. Alors en France, il n'y a pas eu ça. Et est-ce que, ouais, je sais. Donc voilà, mais je peux pas complètement vous répondre parce que, à ma connaissance, il n'y a pas eu non plus une enquête équivalente réalisée aux États-Unis, équivalente à celle qu'on a faite en France. Il y a juste deuxième titre. Piketty, lui, sa solution, c'est de s'attaquer au patrimoine. Oui. Est-ce que votre solution, ça serait un peu la même chose, s'attaquer au patrimoine, mais de manière, j'imagine, genre… Nous, alors, bon, on n'a pas fait comme Thomas Piketty, hein, on n'a pas fait à la fin de notre livre un programme politique avec des points. D'ailleurs, en France, il y avait un article encore le week-end dernier dans Mediapart qui disait dans son dernier livre Capital et idéologie, Thomas Piketty fournit un programme pour la gauche, mais personne ne l'a. Mais donc nous, on n'a pas fait ça. Mais en effet, une chose qu'on peut dire, c'est que voilà, si on supprimait les héritages, si on interdisait l'héritage, eh bien, on mettrait à mal une transmission des inégalités économiques entre les classes sociales, mais aussi on améliorerait la situation entre les hommes et les femmes en réalité. L'héritage est un des lieux où s'exprime l'inégalité de genre. Alors le truc, c'est que, voilà, je peux vous dire ça, supprimons l'héritage, mais il se trouve que dans tous les pays, ce mouvement de diminution de la taxation des héritages, il est mondial. Il a eu lieu en Nouvelle-Zélande, il a eu lieu dans les pays européens, il a eu lieu en Amérique du Nord. Et en fait, quand on fait des enquêtes, c'est assez sidérant de voir à quel point les gens sont attachés à la propriété et sont attachés à la transmission de la propriété à leurs enfants. Donc, ça rejoint en fait donc la suppression de l'héritage comme programme politique. Autant dire qu'on n'y est pas. Enfin, moi, je ne vois pas le pays du monde qui pourrait faire ça là. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que ça a complètement à voir ça avec les stratégies familiales de reproduction. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas que les héritages soient taxés, y compris si ça avantage tellement les très riches et pas tant que ça eux-mêmes en réalité. Eh ben, c'est parce qu'ils sont très attachés à la propriété. Alors, c'est l'objet du livre le plus récent de Thomas Piketty que j'ai regardé. Il n'est pas loin, je l'ai sur ma table de travail. Il est juste là. Je n'avais pas préparé ça. Donc, c'est l'objet de ce livre-là. Mais c'est aussi parce qu'il y a cette idée que on veut que ces enfants… il y a cette idée de reproduction, cette idée que ces enfants doivent avoir une situation sociale aussi bien que la sienne, c'est extrêmement ancré. Et moi, on a été interviewé avec Sybille, y compris par… des revues de réflexion marxiste, etc. Mais même dans les groupes les plus à gauche, les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Donc, et ça, c'est très, très, très difficile d'aller à l'encontre de ça.
Donc voilà, c'est pas hyper optimiste ce que je vous dis là, mais Merci. Il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. il y a Maude. Oui, Maude. En fait, je pense parce que je suis co-hôte, j'ai pas de petites mains bleues, c'est ça, hein? Oui, je pense que oui, j'ai cherché la mienne aussi. Mais s'il y a d'autres questions, je vais pas, mais je pense qu'il n'y a pas de main bleue pour l'instant. Donc, merci Céline, c'était vraiment intéressant comme conférence. J'ai quelques questions, en fait. L'une d'elles, c'est ça, quand tu dis que, bon, les parents, évidemment, veulent le meilleur pour leurs enfants, sont très attachés à l'idée de... Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est assez subtil. C'est-à-dire que c'est pas... Alors, moi, vraiment, j'aime pas du tout il y a un concept en socio de la famille qui est celui de négociation. Vous voyez, on a l'impression que tout le monde se met autour de la table et puis on va décider ou négocier qui a quoi, à qui on transmet quoi. Ben, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ça se passe vraiment de façon très subtile, dans le temps très long en réalité, de la naissance des enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et même au-delà. Et donc du coup, c'est pas du tout, on n'a pas du tout des discours très explicites du type « je veux avantager mon fils plutôt que ma fille ». Par contre, dans la socialisation des fils et des filles, qui varie selon les différents milieux sociaux, mais enfin, il y a quand même l'idée que les filles sont plus capables d'un certain nombre de choses, et notamment qu'ils sont plus capables de détenir et d'entretenir et de maintenir le patrimoine économique de la famille. Alors, ça peut passer par des variantes très différentes. Par exemple, en milieu populaire, des gens qui auraient bâti leur maison, qui ont construit leur maison, qui ont mis beaucoup d'œufs pour construire une maison de famille et qui devient la richesse principale de cette famille. Eh bien, on va dire, ah oui, mais mon fils qui lui-même travaille dans le secteur du bâtiment, bah, il va pouvoir entretenir ça. Alors que ma fille, donc on a le cas comme ça d'une famille où les filles, elles ont divorcé. Et en fait, leur père les avait aidées à construire leur maison. Et au moment où elles divorcent, elles n'ont pas les moyens de garder leur maison. Ce n'est pas un hasard si elles n'ont pas les moyens de garder leur maison. Ah oui, je n'ai pas dit ça, mais en France, aujourd'hui, dans les couples de sexes différents, l'écart de revenus entre les hommes et les femmes, c'est 42%. C'est colossal. Donc, en fait, elles n'ont pas les moyens de garder les maisons. Donc, du coup, le père, au moment de faire ses arrangements de famille et sa succession, il dit, bah, mes filles, en fait, je ne peux pas leur transmettre parce qu'elles ne vont pas avoir les moyens de l'entretenir, cette maison. Alors que mon fils, qui a une meilleure situation professionnelle, qui travaille dans le bâtiment, bah, lui, il va pouvoir. Donc, ça va se jouer un peu comme ça. Dans les entreprises familiales, c'est beaucoup plus explicite. Ah bah lui, il est intéressé, il a été formé, il a fait les études pour, donc c'est lui qui va reprendre. Et vous avez totalement raison de faire le lien, et on le fait aussi avec la question du nom de famille, parce que alors ça c'est super de faire la présentation en français, parce qu'en anglais, on ne peut pas le faire, mais patrimoine et patronyme, donc le nom de famille, le patronyme, c'est pater, c'est le nom du père. Et patrimoine, c'est la même chose. C'est le patrimoine, c'est le père, c'est dans l'étymologie même du terme. Et en fait, en France, il y a eu une réforme de la transmission du nom de famille en 2005 qui a permis aux femmes, aux mères, de transmettre leur nom de famille, soit sous la forme seulement leur nom, soit sous la forme accolée, nom du père, nom de la mère, ou nom de la mère, nom du père. Cette loi, elle est très, très, très peu utilisée. Je pense qu'à part les sociologues, il n'y a personne qui fait ça. C'est vraiment 5% de la population à peine qui transmet Enfin voilà, les féministes le font, mais c'est les féministes les plus engagés, les plus au courant du droit le font, mais c'est des lois qui sont très, très peu usitées. Les pères continuent massivement, y compris dans les couples non mariés, à transmettre le nom de famille. Donc voilà, donc oui, ça a à voir avec ça aussi en termes symboliques. Oui, il y a quelqu'un dans le séminaire avec Marianne. Voilà, évident. Ok, après, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Ben, approche-toi un tout petit peu quand même. Ouais.
Vous êtes combien par ici? Ah, on est 10 en présence et 5 et 4 à distance. Wow. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'exposé. J'ai vraiment hâte de lire le livre. Je pense que ça va m'aider beaucoup dans mes travaux. Puis, dans le fond, ma question que j'aurais pour vous, c'est par rapport aux modalités de participation dans l'espace, peut-être dans l'habitation, si vous avez observé des inégalités de patrimoine entre les hommes et les femmes qui se reflétaient, par exemple, dans la manière dont, par exemple, dans un logement, disons que l'homme est propriétaire d'un vieil immeuble, d'un condo ou d'une maison, il habite avec sa conjointe. Est-ce que ça peut arriver que la conjointe, par exemple, le fait qu'elle semble qu'elle ne possède pas, mettons, la majorité des biens, l'immeuble, tout ça, qu'il y ait des inégalités de genre, mettons qu'elle s'occupe d'aménager l'espace, d'entretenir l'espace, mais qu'elle a peu de décision sur l'utilisation des biens, ou qu'elle ne se sente pas chez elle, ou qu'il y ait Tantôt, vous parlez du concept de transaction de l'intimité, que je trouve vraiment intéressant aussi. Donc, c'était ça ma question. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout bien saisi. Dans les différentes dimensions du patrimoine, le logement, a priori, c'est celui qui, en apparence, est le plus égalitaire. Parce qu'il y a beaucoup de couples, qui soient mariés ou non mariés, qui acquièrent leur logement 50-50. C'est la norme, en fait, d'acquérir le logement ensemble et que la propriété du logement soit commune. J'ai entendu un petit peu aussi dans votre question l'idée que le fait que les femmes aménagent l'espace, c'est ça? Il y a une sorte d'appropriation de l'espace par le travail domestique. Est-ce que c'était ça votre idée? Oui, mais que... non. C'est une compensation, tu veux dire? Ouais, que, tu sais, mettons qu'elle n'aurait pas la propriété du logement, par exemple, ben, elle serait tenue d'entretenir, par exemple, les biens du mari, ou que c'est pas vraiment négocié, par exemple. Oui, ben, le travail domestique, en fait, le travail domestique quotidien des femmes dans les logements, typiquement la décoration, mais je pourrais presque dire le ménage, en fait, l'entretien du quotidien, ça c'est quelque chose qui est qui n'est pas reconnu par le droit. En revanche, la manière d'entretenir les logements par les hommes, le bricolage, ça c'est quelque chose qui peut être reconnu par le droit. Donc, moi je vous parle du point de vue des séparations conjugales, c'est-à-dire le moment où on fait les comptes et on dit à qui appartient quoi. Moi, j'ai jamais vu un dossier de divorce qui dit c'est la maison, c'est l'appartement de monsieur, mais madame l'a entretenu pendant 20 ans et donc elle doit avoir une part de ce patrimoine pour l'entretien de cette maison. J'ai jamais vu ça. En revanche, des hommes qui auraient fait des travaux dans un logement, ça peut être reconnu comme une contribution individuelle et personnelle à la valorisation de biens immobiliers. Donc, vous voyez un peu la différence entre ce qui est reconnu et ce qui n'est pas reconnu. Ça va avec l'invisibilisation du travail domestique des femmes et la visibilisation de ce que font les hommes, y compris quand ce qu'ils font, ça a l'air d'être du travail domestique aussi. C'est davantage reconnu dans les enjeux patrimoniaux. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ah oui, ça répond bien, merci. OK. Vas-y, profite-en. Alors, il y a deux autres mains levées. Donc, il y a Camille Biron et j'ai vu aussi la main de Prisca Benoît. Oui, donc je peux y aller. Bonjour. En fait, moi, ma question concernait plus votre expérience sur le terrain, en fait. Je me demandais, c'est quoi, quelles ont été vos difficultés pour aborder ce sujet-là avec les familles? Parce que, comme on l'a dit, c'est un sujet qui peut être un peu tabou parfois, puis comme vous le dites dans votre livre aussi, je pense qu'il y a un idéal d'égalité que les familles veulent respecter. Donc, je me demandais un peu comment ça s'est passé sur le terrain pour aborder ce sujet-là. Oui. Merci beaucoup pour votre question. Merci encore pour le compte-rendu qui était vraiment super. Merci. Alors,
Voilà, en tant qu'enseignante, moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est que les questions taboues, en général, c'est une autocensure de notre part. Moi, là, maintenant, ça fait si longtemps que je travaille sur les enjeux économiques dans les familles que j'ai l'habitude, en fait, d'aborder ces thèmes-là. J'ai beaucoup plus de mal, par exemple, moi, de travailler sur les appartenances politiques des gens. Et je vois que mes collègues qui font de la sociologie politique, eux, ils me disent « Ah, mais c'est une routine, en fait, pour nous d'aborder la question de comment les gens votent et ils t'en parlent volontiers. » Donc, je pense qu'il y a une part qui vient de soi-même, en fait, de se dire « Ah là là, je ne vais pas oser poser ce type de questions ». Alors, il faut aussi dire qu'en France, on n'a pas du tout les mêmes protocoles d'enquête. Là, je le sais bien parce que pour avoir travaillé avec Émilie sur l'enquête sur le traitement judiciaire des séparations conjugales en France et au Québec, nous, on n'a pas les formulaires de consentement. Tout ça n'est pas arrivé en France. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de… donc, dans les familles, le temps joue aussi beaucoup. C'est-à-dire une relation de confiance, de rester longtemps, d'aller voir plusieurs personnes dans une même famille. Ça permet en fait au fur et à mesure du temps d'aborder des questions qui peuvent paraître très très intimes ou très personnelles. Je pense que le temps joue vraiment très, très fortement en faveur d'aborder ces thèmes-là. Je crois aussi beaucoup à ce dispositif des monographies de famille, c'est-à-dire de voir plusieurs personnes. Ça permet vraiment de faire ressortir des choses. Mais il me semble que les tabous, c'est nous-mêmes qui nous les posons et que si on se… Voilà, il y a des manières aussi d'aborder ces questions-là, de demander aux gens de sortir leurs papiers, s'ils ont divorcé, leur dossier de divorce, leurs actes notariés, de discuter avec eux de qu'est-ce qu'il y a dans ces documents, qu'est-ce qu'ils en ont compris, comment ils… Ben ça, c'est très efficace. Ça, c'est pour l'enquête sur les familles. Je dirais qu'en fait, le plus dur dans ce livre, ce n'est pas l'enquête sur les familles, c'est l'enquête sur les notaires. Et pourtant, on avait beaucoup d'expérience. Avant d'enquêter sur les notaires, on avait enquêté sur les juges aux affaires familiales, dans les tribunaux, dans les cabinets d'avocats qui font du droit de la famille. Mais les notaires, c'est vraiment une profession dont le fonds de commerce, c'est la confidentialité au nom de la paix des familles. Et donc, ce sont des professionnels du droit qui sont très réticents à parler et qui n'aiment pas beaucoup les sociologues. Et il y a eu très, très peu de travaux d'ailleurs sur eux. Ils commencent à en avoir et je sais qu'il y en a aussi au Québec. Il y a un réseau là, qui est en train de se former dans le groupe Law and Society sur la question des notaires. Donc, je pense que c'est en train un petit peu de bouger, mais vraiment, c'est une profession très soudée et qui n'est pas très ouverte. Donc ça, pour nous, ça a été vraiment le plus difficile, c'est de comprendre ce qui se passait dans les études notariales. Merci beaucoup. Prisca? Oui, donc on peut passer à Prisca. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre conférence. C'est vraiment intéressant. En fait, j'avais deux questions. Je me disais, je pourrais les dire les deux en même temps, puis après, ça serait réglé. Tout d'abord, je me demandais les dynamiques que vous avez remarquées dans les familles où c'est juste des filles. Nous, on est 3 sœurs chez nous, c'est pour ça que ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a d'autres dynamiques qui rentrent en compte? Première chose que je pense, c'est peut-être les gendres, la belle famille. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui entrent en compte dans le choix pour la succession, surtout? Puis sinon, je me demandais, pour ce qui est de la succession, si vous avez remarqué des dynamiques dans des familles recomposées, ça serait quoi les choses qui entrent en compte dans les décisions quand on parle de familles recomposées? Merci pour ces deux importantes questions. Alors, sur les fratries de filles, je ne sais pas si on peut parler comme ça, alors c'est une question très intéressante parce que je disais tout à l'heure que on avait corroboré ce que je vous ai raconté là sur la transmission des biens structurants, on le retrouvait dans les données statistiques. Et en fait, dans les données statistiques, donc à partir de l'enquête patrimoine de l'INSEE. Ça, même si ça vous intéresse, on a mis ça sur un site, le site de l'équipe Justine. Il faut mettre un S à Justine. Donc, vous mettez Justine CNRS, vous arrivez sur le site de l'équipe de recherche
et on a fait une annexe méthodologique et vous retrouvez des tableaux qu'il n'y a pas dans le livre, mais qui nous ont permis de construire notre analyse. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que dans l'enquête patrimoine, pour le résumer, l'inégalité s'exprime dès qu'elle peut. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend comme ça toutes les familles, il y a les familles où il y a juste un fils, donc tout va se transmettre au fils. Il y a des familles où il y a juste une fille, donc tout va se transmettre à la fille. Il y a des familles où il n'y a que des fils et il y a des familles où il n'y a que des filles. Eh bien, malgré ça, donc structurellement, en fait, l'inégalité entre les fils et les filles, elle ne peut pas s'exprimer dans toutes les familles. On est d'accord. Eh ben, mais malgré ça, donc notre résumé maintenant, on le dit comme ça, c'est quand ça peut s'exprimer, ça s'exprime. Et dans les familles où il n'y a que des filles, ce qu'on observe souvent, c'est qu'il va y avoir comme un garçon structurel en fait. Il va y avoir des socialisations différenciées entre les différentes filles qui vont avoir donc les stratégies familiales de reproduction. Elles vont donc c'est bien une histoire de genre et non pas une histoire de sexe. Biologique, c'est une histoire de... Donc, il va y avoir dans ces familles de filles, des filles qui vont avoir un rôle plus masculin. Alors, j'ai un exemple qui est à Cognac, qui pour moi a été... c'est un des entretiens les plus émouvants que j'ai fait de ma vie. C'est une jeune femme avec qui je fais un entretien qui a... donc, c'est l'aînée. Ensuite, il y a 2 filles. Et puis, quand elle a quelque chose comme 17 ans ou 18 ans, elle a un petit frère, le dernier, quoi. Et c'est un garçon. Et ses parents sont viticulteurs. Ils font aussi de l'élevage de poules et ils font des œufs, ils produisent des œufs. Et en fait, elle était vraiment celle qui aurait dû reprendre, c'est-à-dire celle que le père a amenée sur le tracteur. Elle a eu la même socialisation qu'un garçon, celle qu'il l'a intéressée, ils disent ça là-bas, ils disent on l'a intéressée aux vignes et à la viticulture, donc elle a fait des études dans un lycée agricole, tout pour reprendre. Et puis badaboum, à 18 ans, ses parents ont un frère, et au moment où elle m'en parle, elle pleure. Parce que, en fait, pour elle, ça a absolument tout remis en cause sur sa position dans la famille et le fait qu'elle aurait dû reprendre cette entreprise familiale. Et finalement, elle s'est mariée avec un autre agriculteur et elle est devenue agricultrice ailleurs que dans sa famille. Donc voilà, ça serait ça ma réponse. Alors voilà, les cas de l'agriculture sont toujours des cas très... où tout est très visible et très spectaculaire. Je pense que ça peut se jouer un peu différemment dans des familles où il y a une maison à transmettre. Mais je dirais qu'il y a des rôles sociaux différenciés selon les filles et leur position dans la fratrie. Alors, la question des familles recomposées, elle est essentielle parce qu'il y en a de plus en plus. Et je pense qu'on n'est qu'au tout début des dynamiques successorales, parce que les successions, bien sûr, ça arrive à la fin de la vie. Et là, il y a eu les recompositions familiales sont devenues tellement importantes que c'est des dossiers qui vont arriver en masse dans les études notariales à l'avenir. Au moment où on écrivait le livre, alors est-ce que Johnny Hallyday, il est connu au Québec ou pas? Oui, ok, on peut y aller. Donc, au moment où on écrivait le livre, il y avait l'affaire Johnny Hallyday. Donc, vous savez, Laura Smet et David Hallyday qui ont contesté le testament de Johnny fait aux États-Unis qui léguait l'ensemble de sa fortune à Laetitia et ses 2 filles adoptives. Et donc là, on a vraiment un cas typique de conflit de succession dans une famille très riche, aussi très médiatisée et recomposée. Et ce qui est intéressant, c'est les logiques en fait dans cette affaire. Donc, il y a une tension en fait dans le droit sur la question de la veuve. Donc, Laetitia Hallyday, donc en gros, le droit jusqu'au début des années 2000 en France était très défavorable aux veuves. Le patrimoine, vraiment, il se transmettait vers les consanguins. Consanguins, ça veut dire du même sang. Et on évitait toutes les transmissions collatérales qui partent vers les épouses. Et si tant est que la veuve, jusqu'au début des années 2000 en France, quand il n'y avait pas d'enfants, elle arrivait mais bien derrière les parents, les neveux, enfin, elle arrivait très, 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 très loin dans l'ordre
dans l'ordre successoral. Et puis, au début des années 2000, il y a eu tout un tas de lois qui ont favorisé les transmissions patrimoniales d'un époux vers une épouse. Et donc qui ont remonté un peu la veuve dans l'ordre de la succession. Mais il y a toujours cette tension et les notaires sont très réticents en fait à transmettre les patrimoines aux veuves parce que potentiellement transmettre à la veuve, ça peut consister à déshériter les enfants. Et dans l'affaire Hallyday, ce qui était quand même intéressant, c'est que, à mon avis, ce n'est pas anodin. Qui est-ce qui porte le même nom que Johnny Hallyday, le nom de scène? C'est David Hallyday, le fils. Hein, Laura Smet, elle ne porte pas ce nom-là et les deux petites filles non plus. Donc, il y a quand même cette idée que David Hallyday, c'est l'héritier au sens symbolique. Il a écrit un album qui s'appelle 100%. On a découvert ça avec Sybille. 100% SANG, hein, % SANG. Donc vraiment, c'est le consanguin, quoi. Et en fait, ce qui faisait scandale aussi dans cette affaire, c'est que et il le présentait aussi beaucoup comme ça, Laura et David, c'était le fait que les fils et filles des premiers lits soient déshérités aussi de la partie symbolique, c'est-à-dire l'héritage artistique, la possibilité de gérer l'entreprise artistique de leur père. Donc, bon, voilà. Donc, ce cas, en fait, il est complètement exceptionnel aussi parce que dans une famille extrêmement riche comme celle-là, normalement, ça aurait dû être une négociation entre avocats. Et c'est parce qu'il y a eu... c'est aussi peut-être une acculturation assez faible de la famille Boudou et Hallyday aux normes, dans une vraie bourgeoisie installée depuis plusieurs générations. Ce truc ne va jamais au tribunal. Ça reste dans des cabinets d'avocats qui négocient entre eux. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Ça, c'est d'une certaine façon normalisé. Mais voilà, cet enjeu de la dynamique des familles recomposées et de cette tension entre la dernière épouse ou la dernière conjointe et les enfants du premier lit, c'est des conflits qui vont être de plus en plus fréquents dans les études notariales à l'avenir. Merci. Oui, maintenant, dans le séminaire Famille et Société. Oui, je voudrais juste vous remercier pour la conférence. C'est vraiment fascinant. Moi, j'ai une question pour revenir un peu à Piketty, qui compare la France et les États-Unis dans son livre. Il dit que, mettons, au début du 19e siècle, en France, c'est environ 30 millions, puis aujourd'hui, ils sont quoi, 65 millions. Puis les États-Unis, les autres, dans cette même période-là, au 19e siècle, étaient 2 millions, ils sont passés à 300 millions. Puis on remarque au niveau de la France, le patrimoine, disons qu'il y a eu un maintien. Vu que la population elle a juste doublé par rapport au fait qu'aux États-Unis, elle a centuplé, il y a une différence dans le transfert, dans le legs, dans le patrimoine. Donc, c'est plus conservateur. On retrouve les mêmes familles riches il y a 200 ans qu'aujourd'hui. Aux États-Unis, il y a plus de possibilités de promotion sociale, une grande fluidité. Est-ce que ça se traduit différemment au niveau de l'égalité ou de l'inégalité dans les rapports de genre? Est-ce qu'il y en aurait moins, par exemple, aux États-Unis à cause de cette composante-là? Merci. C'est une bonne question. Il se trouve que je n'ai pas fait l'enquête aux États-Unis, donc j'ai bien du mal à vous répondre et à faire la comparaison comme ça. Il me semble que ce qui est essentiel aussi, c'est, et ça, Piketty met vraiment l'accent dessus, c'est la taxation du patrimoine. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on avait un système jusqu'à il n'y a pas si longtemps de très forte taxation des patrimoines. Et ça, c'est les travaux de Jens Beckert. Je ne sais pas si vous êtes familier de ça. Jens Beckert, un Allemand qui a comparé les systèmes de taxation du patrimoine en France, en Allemagne et aux États-Unis. Et il montre bien qu'aux États-Unis, il y avait vraiment explicitement cette idée qu'il ne fallait pas construire des dynasties patrimoniales qui mettraient à mal la démocratie. Bon, sauf que depuis, il y a quand même les Bush qui sont passés par là, Trump et la taxation du patrimoine aux États-Unis, elle s'est vraiment, elle est proche de zéro en fait. C'est-à-dire qu'il faut être
je ne sais plus exactement à partir de combien de millions de dollars vous commencez à être un petit peu taxé, mais c'est vraiment, c'est colossal. Alors en France, il n'y a pas eu ça. Et est-ce que... Ouais, je sais. Donc voilà, mais je ne peux pas complètement vous répondre parce que, à ma connaissance, il n'y a pas eu non plus une enquête équivalente réalisée aux États-Unis, équivalente à celle qu'on a faite en France. Il y a juste deuxième titre. Piketty, lui, sa solution, c'est de s'attaquer au patrimoine. Oui. Est-ce que votre solution, ça serait un peu la même chose, s'attaquer au patrimoine, mais de manière, j'imagine, genre... Nous, alors, bon, donc on n'a pas fait comme Thomas Piketty, hein, on n'a pas fait à la fin de notre livre un programme politique avec des points. D'ailleurs, en France, il y avait un article encore le week-end dernier dans Mediapart qui disait dans son dernier livre Capital et idéologie, Thomas Piketty fournit un programme pour la gauche, mais personne ne l'a. Mais donc nous, on n'a pas fait ça. Mais en effet, une chose qu'on peut dire, c'est que voilà, si on supprimait les héritages, si on interdisait l'héritage, eh bien, on mettrait à mal une transmission des inégalités économiques entre les classes sociales, mais aussi on améliorerait la situation entre les hommes et les femmes en réalité. L'héritage est un des lieux où s'exprime l'inégalité de genre. Alors le truc, c'est que, voilà, je peux vous dire ça, supprimons l'héritage, mais il se trouve que dans tous les pays, ce mouvement de diminution de la taxation des héritages, il est mondial. Il a eu lieu en Nouvelle-Zélande, il a eu lieu dans les pays européens, il a eu lieu en Amérique du Nord. Et en fait, quand on fait des enquêtes, c'est assez sidérant de voir à quel point les gens sont attachés à la propriété et sont attachés à la transmission de la propriété à leurs enfants. Donc, ça rejoint en fait donc la suppression de l'héritage comme programme politique. Autant dire qu'on n'y est pas. Enfin, moi, je ne vois pas le pays du monde qui pourrait faire ça là. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que ça a complètement à voir ça avec les stratégies familiales de reproduction. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas que les héritages soient taxés, y compris si ça avantage tellement les très riches et pas tant que ça eux-mêmes en réalité. Eh ben, c'est parce qu'ils sont très attachés à la propriété. Alors, c'est l'objet du livre le plus récent de Thomas Piketty que j'ai regardé. Il n'est pas loin, je l'ai sur ma table de travail. Il est juste là. Je n'avais pas préparé ça. Donc, c'est l'objet de ce livre-là. Mais c'est aussi parce qu'il y a cette idée que on veut que ces enfants, il y a cette idée de reproduction, cette idée que ces enfants doivent avoir une situation sociale aussi bien que la sienne, c'est extrêmement ancré. Et moi, on a été interviewé avec Sybille, y compris par des revues de réflexion marxiste, etc. Mais même dans les groupes les plus à gauche, les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Donc, et ça, c'est très, très, très difficile d'aller à l'encontre de ça. Donc, voilà, ce n'est pas hyper optimiste ce que je vous dis là, mais... Merci. Il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Il y a Maude. Oui, Maude. En fait, je pense parce que je suis co-hôte, j'ai pas de petite main bleue, c'est ça, hein? Oui, je pense que oui, j'ai cherché la mienne aussi. Mais s'il y a d'autres questions, je vais pas, mais je pense qu'il n'y a pas de main bleue pour l'instant. Donc, merci Céline, c'était vraiment intéressant comme conférence. J'ai quelques questions, en fait. L'une d'elles, c'est ça, quand tu dis que, bon, les parents, évidemment, veulent le meilleur pour leurs enfants, sont très attachés à l'idée de transmettre et tout ça, en parallèle avec la notion de stratégie familiale de reproduction qui semble passer par un peu sélectionner un enfant qui est souvent un garçon le plus vieux pour recevoir les biens de propriété clés. Est-ce que vos recherches ont donné quelque chose sur essayer de comprendre pourquoi? Donc, est-ce que c'est, par exemple, que cet enfant-là est vu comme étant quelqu'un qui a plus de chances de vraiment reproduire
disons, la richesse familiale et donc le statut de la famille dans le temps, ou c'est plutôt quelqu'un qui est vu comme étant qu'il mériterait davantage, ou enfin, je me demandais qu'est-ce qui était un peu derrière ce choix-là. Mon autre question, en fait, c'est peut-être la question de la dimension transactionnelle. C'est ça. Entre autres, est-ce qu'il y a des attentes que cet enfant-là s'occupe des parents dans un âge plus vieux? Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on voit ici au Québec, en tout cas. Là, il y a la notion de, parfois, les enfants, il y a des attentes de soutien quand, en âge plus avancé, on a certains besoins et tout ça, et que parfois, ça se traduit dans les héritages qui sont donnés. Donc, voilà. Oui. Alors, merci Maude pour ta question. Ça rejoint un petit peu la première question. Je pense qu'il y a vraiment un effet à l'oral, c'est très compliqué parce que je ne vous ai pas donné d'exemple précis qu'on développe dans le livre où on voit des familles et où on voit comment ça s'exprime. Et ça va tellement à l'encontre de la norme égalitaire, parce que je ne l'ai pas dit, mais il y a une norme égalitaire qui est qu'on doit aimer son fils autant que sa fille et son premier fils autant que son deuxième fils, autant que sa fille. Enfin, cette norme égalitaire, elle est aussi très, très, très forte. Et donc, dit brutalement comme je le dis là, ça paraît un peu rigide ou un peu désajusté. Alors, encore une fois, peut-être je me répète un petit peu, mais ça ne se joue pas comme une sélection explicite du fils. C'est par tout un tas des mécanismes de socialisation dans la famille, à l'école, sur le devenir social, sur les orientations scolaires, c'est dans tous ces petits détails-là que ça se joue tout au long de l'enfance et de l'âge adulte. Ça se joue aussi, en effet, le fait que il y a des mécanismes qui s'additionnent. Voilà, le fait que les hommes font plus carrière que les femmes dans le monde professionnel, ça fait que, par exemple, pour hériter, s'ils héritent à un certain âge, les hommes vont apparaître plus solides financièrement que leurs sœurs, qui, elles, auront peut-être arrêté de travailler le mercredi, auront peut-être divorcé et se seront appauvries. Tu vois un peu la logique tu as des logiques de renforcement au long du cycle de vie qui font que ceux qui apparaissent le plus solides pour s'occuper du patrimoine familial vont être plus souvent des garçons que des filles. Ça peut se jouer aussi sur les types d'orientation scolaire, notamment dans les transmissions d'entreprises familiales. Et tu as complètement raison, la question de qui va s'occuper des parents âgés à la vieillesse peut être un de ces facteurs. Mais là encore, toutes les enquêtes montrent que ce sont les filles plus que les fils qui s'occupent des parents âgés. Donc, ça ne va pas nécessairement dans le même sens. Alors, une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi les filles, les femmes, nous faisons autant avoir dans ces mécanismes, dans ces dynamiques familiales. Et là encore, il y a une socialisation qui, pour nous, on le montre dans le livre à partir de cas très précis, de femmes adultes qui nous racontent comment leurs parents ont transmis leurs biens à leurs frères et sœurs et à elles-mêmes, comment se sont déroulés les arrangements patrimoniaux dans leur famille. Et en général, c'est des entretiens très, très longs où elles commencent en disant, où elles explicitent en fait ce qui a été compté, ce qui n'a pas été compté, où elles vont revenir sur les évaluations. Et puis, elles ont conscience en fait que peut-être elles ont reçu moins, peut-être elles se sont fait un peu avoir. Mais en fait, il y a cette idée aussi qui est très forte, et ça, je ne l'ai pas dit encore, c'est que les femmes dans les familles, elles sont vraiment socialisées à arrondir les angles, à faire que les gens ne se fâchent pas et ne pas déclencher de conflits sur les enjeux patrimoniaux. Et ça, c'est un puissant moteur des inégalités entre les hommes et les femmes dans les familles. Le fait que les femmes, dans le livre, il y a aussi des cas où on voit des conflits très très forts, des conflits patrimoniaux très forts, et on voit les sœurs jouer un rôle de faire que les gens continuent à se parler, que le conflit ne s'envenime pas trop. Et ça, c'est une socialisation féminine aussi, à prendre soin, à faire le travail émotionnel dans la famille pour que les uns et les autres continuent à se parler, etc. Donc,
Donc, voilà, c'est tout ce tableau, en fait, qui fait qu'elles acceptent ces inégalités qui parfois leur apparaissent comme injustes et dont elles vont dire c'est injuste, mais je ne voulais pas déclencher un conflit pour ça. Et ça, je ne l'ai pas dit non plus, mais en France, il y a très très peu de successions qui vont au tribunal. C'est-à-dire, dans 95% des cas, ça se passe dans l'étude notariale et le notaire, il dit, moi, je suis l'agent de la paix des familles. Mon but, justement, c'est d'aboutir à un consensus. Et les femmes participent, les filles participent à ce consensus. Elles cherchent vraiment très, très souvent à arrondir les angles et à faire qu'il n'y ait pas de dispute familiale sur ces sujets-là. Très intéressant. Non. Vous m'entendez? OK, très intéressant. Oui. En fait, il nous reste 5 minutes environ à la conférence. J'ai vu que, je pensais, Hélène, tu avais mentionné avoir une question, je crois, mais pas être capable de lever la main. Et après ça, je vais prendre peut-être très rapidement la question du séminaire à Marianne s'il nous reste un peu de temps, mais allons-y avec Hélène. Alors, au tout début, ce que tu mentionnais justement dans ta dernière réponse, justement, comment ça se fait que les femmes se font tant avoir, ça m'a amené en fait à une autre question. Tu as parlé au début, justement de la différence de classe sociale, comme quoi les plus riches, c'était les hommes qui géraient davantage l'argent ou qui connaissaient l'argent. Et en parlant des milieux plus aisés, tu nous as dit à un moment donné qu'il y avait comme une construction de l'ignorance des femmes. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Oui. Alors ça, en fait, on a utilisé le concept de l'industrie du tabac, la production de l'ignorance. Tu sais, c'est le concept de ces historiens qui ont travaillé sur l'industrie du tabac et qui montrent qu'en fait, une des techniques très, très, très efficaces des industriels du tabac, c'est de produire de la complexité juridique qui fait que, ou de la complexité scientifique, pour qu'on ne voit pas qu'ils produisent que le tabac, c'est très nocif pour la santé. Donc, tu sais, tu subventionnes des scientifiques qui vont produire des articles pour dire que, bon, en fait, finalement, peut-être que… Voilà. Et du coup, moi, je trouvais ça très inspirant parce que les personnes qui sont très riches, donc qui sont souvent des hommes, ils sont vraiment entourés de plein de professionnels. Des banquiers, des notaires, des avocats, des fiscalistes, des gestionnaires de fortune, des comptables, des experts, etc. Et en fait, tous ces professionnels, ils produisent une complexité juridique autour de la richesse. Donc, tu vois, des trusts, des holdings, des sociétés qui détiennent d'autres sociétés, qui détiennent d'autres sociétés. Et ils produisent une espèce de complexité qui fait qu'ensuite, le patrimoine, ça devient quelque chose de très compliqué. Et bon, alors, on a plusieurs cas, en fait. Je peux vous donner plusieurs exemples. Il y a un exemple que j'avais trouvé dans la presse, c'était dans le New York Times, d'une femme qui était en train de divorcer. Je crois que c'était le monsieur était en Finlande et enfin bon, c'était une famille qui était sur plusieurs continents, bref, donc de gens très riches. Et en fait, cette femme était en train de divorcer et au moment des Panama Papers, elle se rend compte que la fortune de son mari, dont elle était en train de divorcer, était 10 ou 100 fois plus importante que ce qu'elle pensait. Donc là, on voit vraiment un cas d'évasion fiscale qui… en produisant de l'ignorance vis-à-vis du fisc sur la richesse du mari, produit aussi de l'ignorance vis-à-vis de l'épouse. Alors là, il se trouve qu'il y a les Panama Papers, donc ça permet à ses avocats de s'en saisir et du coup de renégocier tous les arrangements économiques au moment du divorce. Là, c'est un cas très extrême, mais ce qu'on voit plus souvent, ce qu'on a vu nous plus souvent dans les tribunaux, c'est le fait que dans les couples où il y a un homme qui est très riche, il y a des situations où la femme n'est au courant de rien. Elle divorce, mais elle ne sait rien. Elle arrive chez son avocate. Donc ça, c'est Sybille qui avait observé ça, une avocate dans le centre de Paris, qui reçoit une épouse qui est en train de divorcer. Elle ne sait pas si son mari il gagne 20 000, 30 000 ou 50 000 euros par mois. Elle ne sait pas.
Et elle-même, elle gagne 1 500 € par mois. Elle a une activité de freelance et elle dit c'est de l'argent de poche. Donc voilà, donc ça, c'est assez stupéfiant, mais ça existe. Et ce qu'on a vu aussi dans les tribunaux, c'est que pour qu'il y ait, dans les couples riches, pour qu'il y ait du conflit judiciaire, il faut qu'il y ait 2 parties qui soient suffisamment informées de la situation. Parce que quand il y en a une qui n'est pas du tout informée de la situation, elle a très peu d'armes en réalité pour dire j'ai droit à telle prestation compensatoire ou j'ai droit à telle chose. Et puis aussi, il faut avoir suffisamment même de ressources économiques pour mener un conflit judiciaire qui peut prendre plusieurs années, 5, 10 ans pour avoir ce à quoi elles ont droit. Et donc, les conflits judiciaires qui vont donner des très gros dossiers dans les tribunaux sont des histoires où il y a un homme très riche, où il y a une incertitude et une production de complexité de sa richesse qui fait que c'est très compliqué, mais où on a une femme qui est suffisamment informée. Alors, j'ai un cas en tête, une fortune du CAC 40 français dans les assurances. Il se trouve que son épouse, dont il est en train de divorcer, c'est une polytechnicienne qui était dans l'entreprise, qui avait une position de directrice générale dans l'entreprise, donc avait une connaissance suffisamment importante du fonctionnement de l'entreprise et du degré de richesse de son mari pour pouvoir nourrir le conflit judiciaire. Mais ça, c'est en fait assez peu fréquent. Et quand moi j'ai beaucoup aimé le livre de Camille Erlin-Giré. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce travail qui s'appelle Rester riche, qui est un livre qui est paru l'année dernière, tiré d'une thèse, et elle a fait une enquête sur les personnes qui payaient, parce que ça a été supprimé, l'impôt sur la fortune en France et les gestionnaires de fortune. Donc c'est une enquête de longue durée sur les personnes riches en France, et elle montre aussi comment dans ces familles très riches, il y a une exclusion des femmes des endroits où sont discutées la richesse. Donc, et là, pas seulement des épouses, mais aussi des sœurs. On les fait pas venir au conseil d'administration. Voilà. Donc, voilà. Merci infiniment. Alors, on prend une dernière question rapidement. Donc, du côté du cours de Marianne. Ben, c'est moi-même, à vrai dire. Bon. Merci beaucoup c'est passionnant, vraiment, votre recherche. Je voudrais revenir sur le résultat qui m'apparaît central de cette étude, qui est de montrer, de montrer que la reproduction des classes sociales repose sur ce double mouvement d'appauvrissement des femmes, enrichissement des hommes. Est-ce que les données vous permettent de faire des simulations, de simuler, finalement, de montrer que si la transmission du patrimoine, la distribution entre hommes et femmes était rééquilibrée, en quoi ça freinerait ou ça impacterait toute la roue là, de reproduction des classes sociales. Évidemment, bon, parce que ce que vous dites là, ça suppose que si on joue sur la répartition entre les hommes et femmes, ça joue aussi sur... donc, je voulais que vous précisiez un peu. C'est une belle manière de poser la question. Non, on n'a pas fait de simulation et c'est difficile en fait. Il faudrait arriver à trouver des sociétés ou faire une comparaison dans une société dans laquelle il y aurait moins d'inégalités, où il y aurait une parfaite égalité dans les transmissions patrimoniales entre les hommes et les femmes pour voir qu'est-ce que ça donnerait en termes de classe sociale. Avec Maud Pugliese, là, on avait initié à la SASI une conférence, une mini-conférence sur les inégalités, c'était quoi le titre? C'était Gender Wealth Inequality ou quelque chose comme ça. And Wealth Accumulation. Ouais, c'était mieux que ça. Alors en fait, on n'a pas pu se réunir parce que c'était cet été. Moi, j'ai vraiment hâte qu'on puisse à nouveau se réunir. J'ai l'impression que là, dans plein de pays dans le monde, il faut déjà documenter cette inégalité de richesse entre les hommes et les femmes. Et c'est pas facile. Parce que les enquêtes, encore une fois, sont faites à l'échelle des ménages et donc GOM ne permettent pas ou permettent difficilement de saisir qui possède quoi dans les ménages. Donc là, moi, depuis, je suis en lien avec
avec des chercheurs et des chercheuses en Allemagne qui ont des enquêtes qui sont plus fines que les nôtres. Mais je pense qu'avant d'arriver à faire des comparaisons internationales pour vraiment mesurer finement les inégalités de richesse entre hommes et femmes, on n'y est pas en fait. On doit déjà vraiment documenter ça. Je pense que sur l'inégalité de richesse entre hommes et femmes, il y a un boulot à faire qui a été celui qui a été fait sur les inégalités de salaire, mais qui est devant nous en fait, et qu'on doit faire pays par pays. C'est plus compliqué que pour les inégalités de salaire parce que les régimes, ça dépend des régimes de propriété, du droit de la famille, des pays selon la proportion de personnes qui sont mariées, non mariées, des contrats de mariage. Donc, c'est un diagnostic déjà qui est assez compliqué à faire. Mais je pense qu'on va, à l'avenir, je pense que là, dans le monde, il y a suffisamment de gens qui sont convaincus que c'est un sujet important pour qu'il y ait des recherches qui se développent là-dessus. Donc, je dirais que ça, c'est déjà l'étape numéro 1. Ça va être de faire ça. Et les simulations, on n'y est pas encore, en fait. D'accord. Merci, parce que c'est passionnant, vraiment. Merci à vous. Alors, merci, très chaleureux, Céline, pour ce travail, en fait, pour cette présentation qui était vraiment très intéressante. Je pense qu'on a eu une démonstration magnifique de la manière dont l'analyse sociologique peut s'avérer être à la fois un véritable travail d'enquête et avec des rebondissements, que ce soit du côté du droit, des dynamiques familiales. Vous avez vraiment embrassé très, très large. Et je pense aussi que tout ce travail a été possible, tu nous l'as bien démontré en début de conférence, grâce à une remise en question à partir du travail de terrain, mais une remise en question des idées reçues, alors par des sociologues. Tu nous parlais de Durkheim, de Tocqueville, de François de Saint-Guy, qui pensaient que l'économie était maintenant un maître au rencard quand on analyse la famille. Alors, vos conclusions sont remarquables et vraiment, c'est extrêmement inspirant comme travail. Merci beaucoup pour cette conférence. Merci, aussi et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de venir vous en parler en vrai. On l'espère aussi qu'on puisse... On aura l'occasion de rééchanger. Oui, voilà, en chair et en os. Alors, merci à tous les participants, participantes. Ça a été un plaisir. Et puis, on vous invite à nous suivre sur Facebook, sur notre page, sur le site Internet. Vous pourrez aussi avoir accès au bulletin de Familia, du partenariat Familia en mouvance. Et donc, suivez-nous sur les réseaux. Au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye bye.